Le drone il va voler, il a l'explosif dessus, il détecte qu'il y a des cibles qui ont le même type de tenue, et pam, ils vont au contact, et c'est l'IA qui va détecter la cible en temps réel. Enfin, si Trump d'un coup nous dit, bah voilà, je vais couper Office 365, c'est 85-90% des entreprises et organisations publiques françaises qui ont plus accès ni à un mail, ni à leur cloud, enfin... Construire sans avoir sa souveraineté, donc construire un État ou une entreprise, une organisation, c'est un peu comme si tu construisais un bâtiment sur un terrain qui t'appartient pas, quoi. On a redécouvert que la géopolitique, c'est de la compétition. La géopolitique est très orientée en réalité autour de l'IA et des capacités et des puissances de calcul. Pour n'importe quel grand acteur du numérique, comme un Microsoft, un Google, etc., ça devient hyper simple d'aller exploiter maintenant ces données qu'ils hébergent, en fait. C'est une arme, ça, aujourd'hui. C'est pas une arme conventionnelle, mais le fait que tes données puissent être utilisées, ça peut être utilisé comme une arme. Les milliardaires américains investissent dans des fusées, quand les nôtres, ils investissent dans des musées. Allez, bienvenue dans ce nouveau podcast Polaria où on va parler d'intelligence artificielle. Mais avant de parler du sujet principal, on va faire comme d'habitude, je vais vous laisser vous présenter, c'est toujours important de se présenter. Qui commence, qui se lance? Martin? Allez. Très bien. Martin Toussaint, moi je suis associé chez Polaria et je m'occupe de la partie formation, principalement. Super. Cyril de Souza Cardozo, moi je suis fondateur et directeur général du groupe Polaria. Ok. Et Alexis Lowal, et du coup je suis directeur général et commercial de Polaria Tech. Ok. Et on va commencer par un petit jeu très simple, messieurs. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois au début du podcast? Vous vous souvenez? Tu avais donné des définitions et il fallait qu'on imagine qui c'était. Des définitions de ChatGPT, c'est ça? Il fallait savoir si c'était la célébrité ou l'IA qui l'avait dit. Ah, c'était à la fin, ça. C'était un autre jeu, ça. Non, ça, C'était à la fin. C'était au Non, début. au début, c'était... À la fin, c'était vrai ou faux. Ah, ok. Ouais, c'était non, que oui, que non. J'ai C'était bien le su. que oui, que non. Tu Ouais. pouvais répondre à une question que par J'ai oui, pas que regardé par le podcast. Ah, bah, voilà. On va commencer par le premier. Alors, Barack Obama ou intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est notre avenir, mais j'aimerais bien qu'elle me rappelle de relire mes discours avant de monter sur scène. Après tout, même un président n'est pas infaillible. Barack Obama ou intelligence artificielle? Moi je dirais IA. Moi j'irais Barack Obama. Barack Obama, ouais. IA? Ouais. Barack Obama? Ouais. Barack Obama? Sûr à 100%, vous changez pas d'avis? Vous Non. êtes sûr? Ouais, pas sûr, mais... En tous les cas, je peux vous dire qu'il y en a un d'entre vous qui a raison. Ok. Eh bien, c'est l'intelligence artificielle. Bravo, Martin. Donc, on mettra un petit... Un petit plus. Ouais, Super. petit ping. Allez, la deuxième. Alors, en plus, je sais que vous êtes assez fan. Donc, Taylor Swift ou intelligence artificielle? Alexis, J'ai surtout. arrêté de compter mes ex. Chaque rupture me donne un nouveau hit qui a besoin d'une calculatrice quand on vise les Grammy Awards. Je dirais Taylor Swift, non. Taylor Swift? Ouais. Je suis pas un connaisseur. C'est un truc de ouf. Mais Tu sais l'IA, qui c'est vachement amélioré, donc Ouais, tu vois, ouais. tu galères là. Non, moi je dirais ouais, Taylor Swift. Taylor Swift? Tu vois qui c'est? Ouais, je pense. Oui, oui, ouais, il a raison, Martin. Vous voyez qui c'est? Eh ben, c'est encore l'intelligence Ah ouais? artificielle. Ah, Ouais, ouais. Bon, là, on n'est pas bon, C'est Cyril et extrêmement Alexis, machiste, pour ce qu'on a l'instant. Martin est donc en J'ai le tête. lead, hein, mais bon. De peu. Ouais. On va passer une autre personnalité dans un autre domaine. Bill Gates ou intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un peu comme mes enfants. Brillante, parfois flippante, et sûrement en train de comploter pour me remplacer. Intelligence artificielle ou Bill Gates? Intelligence artificielle. Ouais, IA. Ouais, c'est obligé. Martin? Moi je vais dire pareil pour conserver mon avantage. Il est stratégique, Martin. Il devait être bon à risque. Tu joues à risque? Oui, beaucoup, ouais. Et bah c'est l'intelligence artificielle. Ouais. Bravo messieurs. Donc Martin conserve son avance et on va voir avec la dernière s'il va Ah, il y en a conserver son avance. Mark Zuckerberg ou l'intelligence artificielle. L'IA n'a pas besoin d'amis ni de vie privée. Bref, elle est parfaite pour Facebook. Intelligence artificielle. Punaise. Ouais, j'ai un doute là quand même. hein. Ouais, maintenant, Marc, il a viré un petit peu, donc je dis intelligence artificielle quand même. Non, allez, je dirais Mark Zuckerberg. C'est tellement une dinguerie. Ouais, pareil, je dirais Zuckerberg. Changez pas d'avis? Non. Et bah c'est encore l'intelligence artificielle. Ah, Donc, égalité, j'ai fait du coup. aucune référence À des êtres à humains. des vrais C'est personnages. parce qu'il a Il pas, va cher- faire il a, face il a pas, avec, il a pas cherché les vraies Trump. citations. La prochaine fois. Là, ça doit être dur Ouais. de savoir, avec les conneries qu'il raconte, de savoir quel est le... Quelle est la vérité ou pas. Donc vous voyez, 5 faux. Et donc toi, Martin, t'as fait une bonne et Alexis une bonne. Deux On bonnes, finit. j'ai fait. T'as fait deux bonnes? Mm. Ok. Je
précise. Vous vérifierez dans les Ah non, une bonne, non, une bonne. Ouais. Donc Alexis, Martin à égalité et Cyril qui finit donc dernier de la classe. Bravo Cyril. 0 Ouais, 0. Ah oui. 0. T'as écrit combien de bouquins sur le sujet? C'est clair. Comme quoi ça s'améliore. Ah bah oui. À savoir que je l'ai fait avec ChatGPT. Bon, aujourd'hui, on va parler de la souveraineté numérique et justement, on va commencer cette première partie du podcast avec une chose assez simple. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, sans utiliser de jargon compliqué, ce qu'est la souveraineté technologique, de manière à ce que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent comprendre rapidement de quoi il s'agit? Bah moi, si je devais le définir, c'est la capacité d'une entité, qui peut être une entreprise, une organisation ou un État, à finalement exploiter des technologies, à les utiliser à son service sans dépendre d'une autre nation. Donc c'est la capacité vraiment d'autonomie d'usage d'une technologie. C'est ça pour moi en tout cas l'indépendance ou l'autonomie technologique. C'est ça, c'est la capacité à maîtriser l'ensemble des technologies qui sont nécessaires à ton fonctionnement, que tu sois un État d'ailleurs, ou une entreprise, une organisation. Ouais, pour les entreprises, ce sera plus avoir une indépendance technologique. On parlera peut-être plus d'indépendance technologique que de souveraineté technologique. Et pour l'État ou les organisations publiques, ce sera plus de la souveraineté technologique. Ouais. C'est possible aujourd'hui, ça, dans un marché totalement mondialisé? Ça dépend pour qui. Bah, la question, c'est ça. Ça va être de contrôler la chaîne de valeur. Par exemple, quand tu prends la chaîne de valeur de l'IA, on parle par exemple beaucoup d'IA générative, ça va de la capacité de calcul, donc ta capacité à développer notamment des data centers, à la création de modèles par exemple de fondation pour les modèles d'IA générative, jusqu'aux applications. Et effectivement, la question de la souveraineté technologique, c'est ta capacité finalement à avoir en tout cas la main sur, en tout cas un contrôle sur l'ensemble de cette chaîne de valeur, indépendamment des autres nations. En quoi la souveraineté numérique est-elle devenue un enjeu stratégique majeur et que risquent les pays qui ne maîtrisent pas leur propre technologie? Bah, c'est assez simple là-dessus, c'est que si tu maîtrises pas ta chaîne de valeur, si tu maîtrises pas les technologies que tu utilises, tu es dépendant de la personne qui va te donner accès à cette technologie. Tu prends un exemple, tu utilises dans ton entreprise ou dans ton état un système informatique, un logiciel, peu importe, qui est assez majeur au niveau de tes prises de décision, au niveau de la gestion de tes données. Si ce logiciel, il vient d'ailleurs, il vient d'un autre pays, bah, le fait par exemple d'avoir des tensions avec ce pays, ça peut avoir un impact direct sur toi, parce qu'on peut très bien te dire, ben voilà, maintenant l'abonnement par exemple, on va changer, on va t'interdire d'utiliser le logiciel. Donc si tu n'as pas cette capacité à maîtriser ta technologie et que tu utilises la technologie de quelqu'un d'autre, tu es forcément dépendant de la personne qui va te la passer, ou en tout cas qui va te permettre de l'utiliser. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, notamment au niveau des États-Unis, ça a un éclairage assez particulier. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dépendant d'autres entités. On le savait déjà depuis longtemps, mais là on le sent profondément. Et le fait d'avoir des technologies que tu utilises massivement qui ne sont pas maîtrisées chez toi, ben c'est un vrai risque. Et on l'a, le risque il existe chez nous. Tu vois, ça paraissait absurde. Enfin, il y a une grande partie des décisions de Trump qui aujourd'hui, il y a quelques années, on avait parlé des décisions qu'il allait prendre en termes de protection, de droits de douane, on aurait trouvé ça absurde, sauf qu'il est capable de le faire. Bah, le vrai sujet, c'est par exemple, et on a eu des échanges suite à des posts sur LinkedIn, bah, si Trump d'un coup nous dit, bah, voilà, je vais couper Office 365, et c'est 85-90% des entreprises et organisations publiques françaises qui n'ont plus accès ni à un mail, ni à leur cloud, on a un vrai sujet. Donc t'as même plus les bases. Si t'as plus d'accès à ton mail, bah, tu n'existes plus dans l'économie numérique. Tu sais que tu fais le sondage aujourd'hui, tu vois, les entreprises dans lesquelles on passe, quand tu demandes qu'est-ce que vous utilisez comme cloud, comme outil, comme suite bureautique, c'est du Google Workspace ou du Microsoft. Donc forcément, les deux sont américains, donc tu as une dépendance qui est assez majeure. Ouais. En fait, aujourd'hui, c'est construire sans avoir sa souveraineté, donc construire un État ou une entreprise, une organisation, c'est un peu comme si tu construisais un bâtiment sur un terrain qui t'appartient pas, quoi. Tu dis, bah tiens, ce terrain il m'appartient pas, je vais aller construire un bâtiment, je vais essayer de développer une entreprise, je vais essayer de développer un pays, mais en fait le terrain il t'appartient pas, donc il peut se passer plein de choses, donc tu vas rien capitaliser du tout en fait, parce qu'il peut se passer, effectivement ça peut être après, ça peut être des tensions géopolitiques ou tout un tas de choses, donc on en revient à la base, mais finalement c'est important de se dire, bah, il faut peut-être quand même, avant de construire quelque chose, se dire ce serait bien de posséder le terrain. Et puis une fois qu'on a le terrain, là on va pouvoir construire quelque chose et développer des vrais projets. Et c'est vrai qu'on a un peu quitté ce mode-là depuis quelques décennies maintenant, en Europe notamment.
Et là, on est en train tous de se dire, il faut vraiment y revenir. Nous, en l'occurrence, c'était des valeurs qu'on avait déjà depuis plusieurs années et qu'on défendait. Mais c'est hyper important de garder ça. C'est des valeurs fondamentales, un peu de base pour développer une entreprise, un pays. Mais la souveraineté numérique, c'est la souveraineté de qui? De la France ou de l'Europe? Parce que est-ce que la France, elle a encore sa souveraineté déjà dans l'Europe? Donc, parce que là, on parle par rapport aux États-Unis ou la Chine, je pense. Peut-être on n'a pas encore évoqué la Chine. Mais est-ce qu'il y a une souveraineté numérique française ou c'est une souveraineté numérique européenne? C'est aussi ça. Il y a les deux. Tu dois avoir les deux. Enfin, tu vois, le moment qu'on vit d'un point de vue géopolitique, et que je pense qu'il a réveillé plein de gens, c'est d'un coup qu'on a redécouvert que la géopolitique, c'est de la compétition. Tu vois, nous, on était en Occident, la guerre, il n'y en a plus. Tu vois, c'est la fin de l'histoire. Maintenant, on est dans une période de paix. Et d'un coup, les Russes envahissent l'Ukraine. Les États-Unis ne nous soutiennent plus. Ils commencent à lancer des démarches de protection de leur propre économie qui peuvent nous mettre en difficulté. Et d'un coup, on se rappelle que le monde, en fait, il peut être violent. Que la géopolitique, c'est de la compétition. Et par rapport à ça, effectivement, quand tu poses la question de l'échelle, ouais, c'est sûr que notre capacité à exister dans le marché mondial, dans la compétition mondiale, c'est sûr qu'elle passe. Moi, je pense qu'il est important qu'elle existe au niveau français, mais notre vrai vecteur, c'est l'Europe. Notre vraie capacité d'exister, elle existera au niveau européen. Et d'un point de vue technologique, très clairement, on n'aura pas. On peut être bon aujourd'hui à date, mais si on n'œuvre pas à l'échelle européenne, oui, tu n'auras pas ta souveraineté. Donc, ta souveraineté, elle ne peut exister que parce qu'à un moment donné, il va y avoir cet intermédiaire-là. Avec une réalité. On peut dire qu'on n'a pas de souveraineté sur l'Europe. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'à un moment donné, tu votes. Alors, moi, je ne vote pas pour le président des États-Unis. Je ne vote pas au Parti communiste chinois. Par contre, on peut critiquer les institutions, mais cependant, en tout cas, j'ai quand même un levier d'action sur l'Europe. Et ouais, pour ajouter, je pense que la souveraineté, on l'a dit, elle est aussi déjà au niveau des entreprises, donc des unités économiques en elles-mêmes qui peuvent choisir d'être indépendantes d'un point de vue technologique. Donc ça, c'est des choix qu'elles peuvent faire et c'est important de le faire. Et c'est peut-être aussi tout aussi important que des pays qui font ce choix de la souveraineté. Et au niveau européen, pour compléter ce que tu dis, je pense que, en tout cas par rapport à l'IA générative et à la technologie en général, il faut vraiment qu'on ait une souveraineté européenne. Parce que finalement, si chaque pays européen veut son propre Mistral, et c'est le cas en fait, chaque pays européen aimerait bien avoir son propre Mistral ou son propre OpenAI, etc. Et ensuite, chaque pays européen se dit je vais aussi avoir ma propre infrastructure, etc. En fait, on ne va pas s'en sortir en fait, parce qu'il y a trop de pays dans l'Union européenne, et on a bien plus intérêt à se dire non mais il faut qu'on concentre nos forces, qu'on se dise ok, quelles sont nos forces, et qu'on travaille ensemble. On chasse mieux en meute, comme on dit. Je pense que l'Europe, elle a déjà fait des erreurs par le passé qui ont fait qu'on est passé à côté de certaines révolutions technologiques comme Internet et d'autres, qu'on aurait pu prendre de meilleure façon. Là, on a un petit peu plus de recul sur les erreurs qu'on a déjà fait dans le passé, donc à nous de ne pas les refaire. Et donc, il me semble, en tout cas sur l'intelligence artificielle, qu'il faut vraiment concevoir la souveraineté d'un point de vue européen. Tu penses quoi, Martin ? Je suis d'accord, mais avec la problématique quand même qu'on compare souvent le bloc, t'as le bloc américain, le bloc chinois, le bloc européen. La différence entre les trois, c'est que les blocs américains et chinois sont quand même unifiés, alors sur des formes différentes. Le bloc européen, il n'y a pas d'union fédérale européenne aujourd'hui. Donc on ne va pas rentrer dans le détail entre l'aspect fédéral et l'aspect coopération, mais aujourd'hui on est une galaxie d'États qui doivent travailler ensemble sur des sujets, mais il n'y a pas un État fédéral vraiment comme on peut l'avoir aux États-Unis. Ce qui veut dire que c'est compliqué parce qu'aux États-Unis, tu peux te dire OpenAI, c'est San Francisco, mais San Francisco, c'est quand même les États-Unis, donc les États-Unis en OpenAI. On n'entend pas trop aujourd'hui l'Europe à Mistral, par exemple, parce que Mistral est en France, et du coup, il y a encore cette compétition à l'échelle même de l'Union européenne. C'est ça peut-être la différence entre les trois blocs. Donc après, est-ce qu'il faut aller vers plus de coopération ? De toute façon, je pense qu'il n'y a pas le choix, parce que la France aujourd'hui seule ne peut pas rivaliser en termes de poids, en termes d'investissement par rapport aux États-Unis ou par rapport à la Chine, c'est une réalité, bref. Donc il faut qu'il y ait plus de travail en commun, de coopération à l'échelle de l'Union européenne. On est dans une situation qui peut le permettre, parce qu'il y a des menaces qui viennent des deux côtés, enfin des trois, si on prend la Chine sur un plan plutôt économique, la Russie sur un plan plutôt de nouveau type de guerre, parce que on n'est pas face à un risque de guerre conventionnelle en Europe, mais ça, plus les États-Unis qui, eux, montrent bien que finalement l'Europe, c'est un partenaire, mais c'est pas plus un allié que ça, là, il y a des choix à faire. Donc c'est le bon moment. Est-ce qu'on va prendre la bonne direction, notamment en matière d'IA et de numérique ? Avec un Espérons.
Espérons. Que tu parlais des chaînes globalisées. C'est vrai que nous, de toute façon, en Europe, on n'a pas les terres rares qui nous permettent de développer nos GPU, nos LPU, nos TPU, enfin ce que tu veux, en tout cas les capacités de calcul. On aura des éléments dans la chaîne qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est toujours la même chose, c'est que dans les échanges internationaux, à un moment, il faut en tout cas peser sur une partie des choses. Et je pense que ta souveraineté technologique, ça ne veut pas dire la solitude, ça ne veut pas dire tu vois, essayer de vivre en autarcie vis-à-vis du monde. Donc c'est une capacité à peser en tout cas dans les échanges internationaux. Et là-dessus, bah, effectivement, notre échelle, de nouveau, elle est au niveau, en tout cas, elle est à l'échelle européenne, même si effectivement, on n'a pas cette dimension unifiée. Et pourtant, on a quand même un plan aujourd'hui d'investissement au niveau européen en IA, qui a été annoncé lors du sommet à l'IA. Il y a eu des grosses annonces au niveau français, mais également au niveau, en tout cas, européen. Là, pour le coup, je trouve que, notamment parce que les institutions sont faites pour le marché économique, là, l'Europe arrive en tout cas à avoir des vraies réponses à cette échelle-là. Maintenant, on sera jugé sur une chose, c'est notre capacité à faire émerger des géants. Sachant juste un petit bémol sur le... Alors, moi, je trouve que c'est une très bonne chose, en effet, ce qui a été annoncé au niveau des investissements. Mais C'est quoi qui a été annoncé exactement ? Plus de 100 milliards d'investissements par Macron pour la France. Et après, et un peu plus au niveau, et un peu plus au niveau européen. 200 milliards. Mais après, il faut regarder la provenance des capitaux. Et sur la provenance des capitaux, on a beaucoup de pays des Émirats et l'Inde qui contribuent en majorité. Donc c'est sur la France. C'est pas que la France. Après, tu prends les États-Unis avec le projet Manhattan. Est-ce que tu parles le projet Stargate. Juste, je rebondis sur ça. Tu dis souveraineté numérique. Vous me dites si je me trompe parce que je suis pas au courant. Le président annonce 100 milliards, c'est ça ? D'investissement en mais France. C'est 100 milliards investis sur le sol français, mais qui viennent pas de la France. En majorité donc, d'ailleurs. Là, c'est pas de la souveraineté financière. C'est pas incompatible. C'est pas incompatible. La ressource qui va être produite, la technologie, les serveurs en l'occurrence, seront situés en France. Après, et tu prends le projet Stargate, c'est la même chose. Hein. La majorité, enfin une grande partie des investissements sont des investissements qui viennent d'ailleurs, notamment de SoftBank, qui apparemment il y a quelques doutes. C'est ça. C'est quoi le projet ? Parce qu'en gros, Stargate a annoncé, les Américains ont annoncé 500 milliards. Ils ont annoncé 500 milliards d'euros d'investissement. En réponse, la France avait annoncé 100 milliards de son côté, plus 200 milliards au niveau européen. Et en réalité, il y a quelques doutes alors sur que l'argent du côté européen est financé, on sait qui sont les financeurs. Quand on regarde, et d'ailleurs c'est Elon Musk qui s'est moqué de Sam Altman là-dessus, en disant mais en fait c'est pas financé. Il y a pas, en fait ils ont fait un appel de fonds pour 500 milliards, mais je crois qu'ils sont même pas à 50 en réalité. Donc là tu vois sur les masses, on a bien montré qu'on était capable de mobiliser au niveau européen de l'argent, en tout cas en conséquence aussi des investissements américains. Et à la fin effectivement, comme tu dis, on reste quand même dans un monde qui est interrelié. Il faut d'ailleurs qu'on le reste. La question, c'est pas de se couper du monde ou de tout faire en solitude. C'est pas du tout ça la souveraineté technologique. C'est notre capacité à un moment donné à avoir une capacité de choix sur ce qui se passe sur nous. Et effectivement, avoir nos data centers chez nous pour y stocker nos données, ça change tout par rapport au fait à un moment donné d'avoir nos données qui partent de l'autre côté de l'Atlantique. Sachant qu'il y a des stratégies un peu différentes par rapport au fait d'être dans des chaînes de production, des chaînes d'approvisionnement qui sont globalisées. Tu prends les États-Unis, ce qu'ils ont tendance à faire depuis quelques années, c'est à réinternaliser la production de pas mal de composants. Tu prends les chips, notamment, qui étaient principalement achetés les semi-conducteurs, pardon. Ah ouais, les semi-conducteurs qui étaient plutôt achetés du côté de Taïwan, avec l'entreprise nationale TSMC. Il y a eu des soucis en termes de chaîne d'approvisionnement vers 2020, pour des raisons qu'on se rappelle. Les États-Unis, depuis, ont fait le choix de réinternaliser la production des semi-conducteurs. Donc ils ont fait des plans d'investissement massifs et aujourd'hui ils sont en train de monter en termes d'industrialisation. Donc là-dessus ils ont fait le choix, ok, on ne veut pas dépendre d'un acteur étranger là-dessus, donc on fait le choix d'investir chez nous. Après au niveau des terres rares, des matériaux critiques et autres, là par contre tu ne vas pas les inventer sur le sol s'ils n'existent pas. Donc il y a d'autres stratégies à mettre en place. Le Groenland par exemple, le Groenland qui est connu pour avoir ou l'Ukraine, qui sont connus pour avoir pas mal de ce type de matériaux, de matières premières qui sont nécessaires à faire fonctionner tout le numérique. C'est pour ça qu'il annonce ça par rapport au... Au Groenland, il y a un lien, oui. Il n'y a pas que ça, mais ça peut jouer aussi. Si tu analyses la géopolitique, c'est, on va dire, au moins depuis 2016, au niveau business. C'est très orienté, la géopolitique est très orientée en réalité autour de l'IA et des capacités et des puissances de calcul. En réalité, une grande partie de la tension Chine, États-Unis, Taïwan, elle est liée aux semi-conducteurs, aux cartes, aux GPU et autres, et les terres rares. C'est très lié en réalité à ça. Et ce qu'on ne perçoit pas, c'est que souvent, je me souviens encore du dernier échange qu'il y avait eu entre Xi Jinping et Biden. Et quand ils ont interagi ensemble, dans l'échange, ils avaient d'abord abordé le sujet de l'IA.
des cartes graphiques et autres. Et ensuite, ils avaient articulé les autres sujets. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement l'Ukraine, Taïwan, il y avait la guerre au Moyen-Orient. Mais ces sujets-là étaient périphériques, organisés autour du sujet de l'IA, qui guide en réalité une grande partie des relations Et on en internationales. parle depuis très longtemps. Je ne sais pas en quelle année, mais j'aurais dit 2016, mais il faudrait vérifier. Je crois que c'est Poutine qui avait dit que celui qui maîtriserait le mieux l'IA, mais aurait le pouvoir, enfin maîtriserait le monde. Donc et on parle de ça il y a quasiment 10 ans, enfin il y a plusieurs années, avant qu'on parle de ChatGPT, avant qu'on parle de tout ça. Donc c'est un sujet qui est déjà dans les discussions et dans toutes les têtes depuis très longtemps. Pour revenir sur les capitaux, là, parce que ça me pose interrogation, là, j'apprends des choses quand je suis avec vous, parce que c'est vous les experts. Comme, par exemple, tu dis, il y a 100 milliards qui sont investis et il y a une partie des capitaux qui vient d'un pays étranger. Là, c'était les Émirats, par exemple, vous avez dit. Il y a aussi des fonds canadiens. Bon, bref. Il y a un fonds canadien. Quel est l'intérêt pour eux de mettre de l'argent pourquoi ne pas le garder pour leur pays ou pour leur production? Pourquoi ils investissent via un autre pays? C'est plus simple de faire des data centers en France que dans les Émirats. Ouais. Déjà. Déjà, il y a le nucléaire. On a un pays qui est vraiment nucléarisé. Donc du coup, c'est intéressant pour cette raison-là en partie. Après, je pense qu'il y a d'autres raisons que je connais pas. Peut-être vous avez une meilleure idée que moi. Mais par contre, ce que je voudrais souligner par rapport à ça, c'est que c'est mieux d'avoir de l'investissement privé que d'avoir de l'investissement public et de faire appel aux contribuables. Et notamment, c'était l'un des souhaits de Donald Trump avec Stargate. Ils voulaient pas faire appel du tout à l'argent public. Et c'est ce qu'ils font. Ils font pas appel à l'argent public. Et nous, a priori, je connais pas tous les détails de l'allocation des fonds qui ont été mis en avant par l'Europe et par la France, mais a priori, on fait pas appel non plus aux fonds publics, ce qui est quand même très positif, parce que c'est pas le contribuable qui va payer pour ça. Et ça, c'est quand même un point hyper positif, avant de parler du fait qu'effectivement, ça peut venir d'entités étrangères, etc. Je pense que c'est déjà hyper important de le souligner. Après, je te redonne la main. Non, mais c'est ça, en complément, tout le monde cherche quand tu as de l'argent, tu cherches à le placer, à l'investir. Aujourd'hui, les Émirats, ils ont cette stratégie depuis des années. Les fonds canadiens, je crois que c'est Brookfield de mémoire qui a participé. Brookfield. Pareil, ils gèrent des milliards, il faut bien investir l'argent à un moment donné. Et ça peut aussi avoir un intérêt de ne pas être totalement lié au continent américain. Voilà, de diversifier ton champ d'investissement. Et ça développe, les relations internationales. L'investissement, il a ça aussi. C'est quand on dit, effectivement, quand les Quand tu Émirats multiplies les arabes unis, partenaires. quand le Qatar, pareil, sur d'autres investissements, a investi en France, c'est qu'à un moment donné, ça développe aussi les relations diplomatiques. Et si demain, le Qatar venait à être en difficulté avec ses voisins, inévitablement, les pays dans lesquels il a investi, en tout cas, prendraient la parole. Donc, les relations internationales, bien sûr. À un moment donné, on ne vit pas, encore une fois. Moi, je trouve que c'est important qu'on parle bien d'autonomie stratégique, technologique, mais on ne parle pas d'autarcie, quoi. Okay. Comment on peut faire appel au fonds, tu disais, au fonds public? C'est-à-dire qu'en gros, imaginons que je suis président de la République, et je dis, voilà, ces 100 milliards-là, c'est le contribuable qui va payer. C'est-à-dire que tu fais quoi? Tu augmentes les impôts, tu crées une taxe, tu fais quoi? C'est ça? Tu fais un appel à l'épargne. Justement, on veut éviter ça. Ouais, en gros, tu dis, je crée une taxe numérique pour financer la création de data centers dans mon pays. Tu imagines 100 milliards, là, on est en train de galérer à trouver 40 milliards. Ce qu'il va falloir, pour juste essayer de retrouver, il va falloir trouver 40 milliards par an sur les 3 prochaines années. C'est 120 milliards en tout. On est en galère, c'est une difficulté de dingue. Donc 100 milliards d'euros d'investissement, c'est pas possible avec de l'argent public. Et pas en France, pas avec nos niveaux de dette aujourd'hui. Et je pense que d'ailleurs, c'est le grand sujet qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai répondu ça à Emmanuel Macron, parce qu'il m'a écrit un courrier pour... j'ai vu, c'est excellent. Mais exactement, pour me féliciter sur une réalisation qu'on avait faite en vidéo. Et je lui ai écrit cette dimension-là. Je pense que la stratégie qu'on a aujourd'hui en France et en Europe est la bonne, parce qu'elle se fonde effectivement sur la confiance des acteurs privés. Je pense que le plan calcul, qui devait transformer la France comme un champion de l'informatique, et après le Minitel, ont souffert d'avoir des approches centralisées. Tu vois, c'était des grands plans d'investissement public. Moi, je pense que le public est un mauvais espace de décision de l'investissement, de l'innovation. Ça doit se faire par plutôt le privé, et après avec des collaborations, des coopérations publiques-privées. Après, tu peux avoir des appels à l'épargne aussi. C'est un peu différent. C'est pas une taxe directe qui est demandée aux contribuables. C'est de dire, les Français épargnent beaucoup, ça on le sait. Là, tu bloques l'argent. Non, tu bloques pas. Tu dis, on propose des produits d'investissement. C'est le cas là d'ailleurs. Il monte BPI va lancer un fonds de défense. Il me semble, pas le bon terme, mais un fonds en fait pour financer le développement de sociétés dans le secteur militaire en France, par rapport à ce qui se passe avec la Russie, avec l'Ukraine. Et donc ça a été annoncé pour la fin d'année, et en gros ça permet aux gens de dire je vais placer une partie de mon épargne sur un fonds qui va investir dans des boîtes qui sont dans le secteur de la défense. Donc imaginez la même chose sur l'IA, ça c'est des choses qui peuvent être envisageables. Ok.
Justement, on va rebondir sur l'Europe. On a commencé à en parler. L'Europe est souvent critiquée pour son retard en matière d'IA. Alors, est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité ? Et quel rôle la France pourrait-elle y jouer pour inverser la tendance ? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'OpenAI, et l'OpenAI, malheureusement, c'est pas en Europe. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là ? Bon, moi, pareil, je suis souvent interviewé sur ce sujet-là par les médias. Moi, je suis très clair sur ça. Moi, je pense que... Alors déjà, la France, dans ce qu'on appelle l'index IA, il y a un benchmark un peu des nations sur le sujet de l'IA, est classée à minima à la 5e place aujourd'hui. Donc au niveau mondial, à minima dans ce benchmark-là, on est 5e. Moi, je pense qu'on est même plus que ça, et je pense qu'on est même 3e en matière d'intelligence artificielle, et notamment générative. C'est simple, quand tu prends le classement des 50 meilleurs modèles de fondation dans le monde, il y a 3 nations représentées, les États-Unis, la Chine et la France notamment, à travers Mistral, mais il n'y a pas que ça. Parce que nous, en France, on a aussi QTI, on a plein d'autres acteurs. Et donc, la France est véritablement, en tout cas, une nation qui est dans la course aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on l'ait en tête, et il ne faut pas qu'on en ait honte. Et d'ailleurs, je ne sais plus, on en discutait aussi sur les fonds, en tout cas sur la plupart des grands laboratoires, en tout cas, et centres d'innovation en IA dans la Silicon Valley. Ben, je crois que 50 ou 75% sont dirigés par des Français. Je pense notamment à Yann Lequin chez Meta. Donc en réalité, on est dans la course, la France est dans la course, et inévitablement, on est du coup, effectivement, plutôt un moteur pour l'Europe. Alors maintenant, c'est notre enjeu, c'est effectivement d'amener l'Europe. Étonnamment, c'est vrai, on en a souvent parlé de l'Allemagne. Pour l'instant, l'Allemagne n'est pas au rendez-vous, en tout cas, de ce sujet-là. Mais, en tout cas, on ne peut pas considérer que la France et l'Europe, à date, là, ne soient pas là encore. Alors bien sûr, bah oui, on n'est pas aussi puissant que la Chine et les États-Unis. Bon, ça nous ramène à une forme aussi potentiellement d'humilité. Il ne faut pas non plus, cependant, tomber dans le bashing. On est clairement dans la course à l'IA. Ouais, les Français, il y a des Français, pour rejoindre ce que tu dis, il y a plein de Français dans toutes les boîtes d'IA sur toute la planète, quoi. Et ça, ça vient probablement du fait qu'à la base, on est plutôt bon en mathématiques. Et ça s'est répandu. Et aujourd'hui, c'est une force, ce réseau en fait international de Français qui développe partout dans toutes ces sociétés. Après, ils sont pas tous en France, ces Français. Donc ça, c'est vrai. Donc en tant que pays, on est peut-être moins puissant au niveau de l'IA que les États-Unis ou que la Chine, etc. Mais en tant que Français ou de nationalité française, on est quand même vraiment de façon très horizontale, vraiment très bien représenté partout, quoi. Et pourquoi les Français ne restent pas en France pour travailler sur l'intelligence artificielle ? S'ils travaillent par exemple à Meta, chez Meta, c'est les États-Unis qui profitent du savoir. Et puis il y a plusieurs réponses là-dessus, mais tu as une question de salaire souvent. Hein. Ouais. Les salaires sont plus élevés dans ces métiers-là aux États-Unis qu'ils ne le sont en France. On vit dans un monde compétitif. Ouais, voilà. Donc, c'est cool de dire qu'il y a plein de Français partout, mais est-ce que ça profite vraiment à la France ? Pas forcément. Indirectement, ça lui permet de rayonner déjà, c'est une chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de talents qui peuvent faire le choix de partir dans la Silicon Valley ou ailleurs. Il y a aussi des questions, je pense, d'image des États-Unis, parce que le rêve américain, je pense, aujourd'hui existe encore. Bon, il a souffert de plusieurs choses ces derniers temps, mais il existe toujours. Donc ça fait toujours rêver beaucoup de gens de partir vivre aux États-Unis. En Europe, peut-être dans l'autre sens, peut-être un peu moins. Donc il y a ça. Et puis il y a la capacité des États-Unis à investir massivement dans des projets que nous, on n'a pas forcément encore aujourd'hui à l'échelle de l'Europe. Donc tu mets tout ça bout à bout. Et en Europe aussi, il y a une chose, on va peut-être en parler, mais qui peut contraindre en tout cas ou décourager l'innovation, c'est l'IA Act qui a été passé et qui régit, donc on va pas rentrer dans le détail, mais qui est un ensemble de règles qui viennent définir des idées, enfin des types d'IA à plus ou moins gros risques, et en fonction du niveau de risque, tu peux faire un certain nombre de choses ou ne pas faire un certain nombre de choses. Et ça, quand tu es un chercheur en IA, que tu veux innover, que tu veux créer des produits, tu te places du coup, si tu es en Europe, dans un cadre où tu as plus de contraintes. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais tu as plus de contraintes qu'en Chine ou qu'aux États-Unis. Donc tu peux aussi faire le choix de te dire, je vais partir aux États-Unis créer des choses, quitte à revenir derrière en Europe, mais dans un premier temps, je pense que j'aurai plus de liberté pour entreprendre, pour innover en tout cas, ailleurs qu'en Europe. Donc je pense que c'est tout ça mis bout à bout qui peut expliquer qu'on a des gens qui font le choix de s'expatrier. Après, il faut souligner par rapport à ça qu'on s'est quand même bien amélioré depuis 10 ans, notamment avec la présence de Meta en France, qui permet de maintenir des chercheurs français en France. Mais chez Meta.
Chez Meta. Mais déjà, c'est en France. C'est mieux que chez Meta aux États-Unis. C'est toi l'optimiste aujourd'hui. C'est moi l'optimiste aujourd'hui, apparemment. C'est pour ça qu'il a pris ma place. Ah oui, c'est vrai, exact. Ça permet quand même. Toi, t'étais le pessimiste. Ah oui, bon, on a tourné. Hein. Et ça, c'est de manière générale. Hein. C'est pas qu'une question de canapé. Hein. Ah ouais, tu peux changer de place tout le temps. Parce que ouais, c'est vrai que tu parlais de l'IA Act, Martin, mais est-ce que les États-Unis ou la Chine ont quelque chose d'équivalent à l'IA Act? Non, ils ont Pas aussi fort, pas aussi réglementé. Par contre, moi, je pense que à date, toi, pourtant on suit le sujet de proche, on n'a pas vu en tout cas de grands projets qui n'ont pas pu émerger en Europe à cause de l'IA Act. En réalité, j'ai des témoignages individuels de personnes qui ont fait le choix de partir. Qui travaillent dans l'IA, qui ont fait le choix de partir à cause de ça. Ouais, mais champion pour légiférer et pour faire justement des... Ouais, mais non, mais ça c'est vrai, on a toujours ce grand sujet de savoir comment l'Europe se positionne dans la chaîne, en tout cas d'innovation. Moi je trouve que c'est pas un problème qu'il y ait des Français qui partent, au contraire. Ce qui est important, c'est qu'ils puissent revenir, qu'on leur donne envie de revenir. Il est là l'optimiste. Mais tous les Très fine analyse. toute l'équipe de Mistral, les fondateurs, et surtout c'est qu'ils repartent que pas. des anciens. Ouais, mais c'est des anciens en tout cas de. Ils étaient tous des là-bas, grandes oui, boîtes. de Mistral. Mais exactement, ils étaient tous, soit soit Chez en Meta, Angleterre ou aux États-Unis, ils sont revenus pour créer Mistral. Donc, comme on est des gens qui sont capables d'aller se former ailleurs et de revenir, c'est en tout cas, à mon avis, plutôt une. Mais la Chine bonne fait la même chose d'ailleurs en complément. La Chine, tu as énormément de Chinois qui sont formés dans des universités, soit en Chine, soit aux États-Unis, et qui commencent leur carrière dans des entreprises américaines. Mais là, il y a pour le coup, je pense qu'il y a une plus grosse stratégie de la Chine de faire en sorte que ces gens reviennent. Exactement. Voilà. Et par contre, le vrai problème, moi je trouve, on en discute souvent avec Martin de cette dimension, c'est que la chaîne d'innovation en Europe, en fait, elle souffre pas des institutions, de la réglementation, même de la formation. Elle manque, moi je pense, structurellement de financement. C'est-à-dire que les États-Unis ont des bourses comme le Nasdaq qui permettent de faire des grosses introductions. Donc du coup, à un moment donné, et c'est important, c'est que les grosses introductions en bourse permettent à des fondateurs de boîtes innovantes de récupérer de l'argent pour pouvoir réinvestir derrière. C'est les meilleures personnes pour savoir réinvestir. Et c'est pour ça qu'on parle des mafias entrepreneuriales. On pense à la PayPal Mafia notamment. L'équipe qui a entouré effectivement Peter Thiel, Elon Musk. Ils réinvestissaient les uns dans les Ils ont tous réinvesti. Et donc c'est comme les fondateurs de YouTube, LinkedIn, les premiers investisseurs dans Facebook, t'imagines Tesla, SpaceX. Enfin, en gros, une grande partie du monde aujourd'hui est créée par ce groupe-là qui récupère 1,5 milliard d'euros de la vente de PayPal à eBay. Et ça dit un autre truc, c'est qu'en réalité, en Europe, on a un problème des grandes sociétés américaines des grandes sociétés européennes qui ne savent pas investir ou racheter des boîtes. Et souvent, d'ailleurs, les rachats de boîtes fonctionnent très mal et ont plutôt tendance à tuer en fait l'innovation dans l'œuf. Et de manière générale, je le dis, les milliardaires américains investissent dans des fusées quand les nôtres, ils investissent dans des musées. Et bien ça dit quelque chose aussi de notre capacité à l'innovation. Il est préparé ce matin, j'ai entendu répéter. Il a préparé le sujet en mangeant son petit croissant. Exactement. Les chaussettes de l'archiduchesse, j'étais en train de... Mais au-delà de ça, tu as l'aspect de la bourse, certes, mais tu le vois, même en France, quand tu veux lever des fonds, c'est ce qui s'est passé aussi avec Mistral. Hein. C'est-à-dire que quand il y a eu les premières levées de fonds de Mistral, la majorité des investisseurs, des fonds d'investissement qui étaient présents autour de table, étaient des fonds français. Quand tu dépasses un certain montant, en termes de tickets d'investissement, tu vois en termes de possibles acteurs, tu es sur une grande majorité d'acteurs américains qui ont des antennes à Paris et qui, eux, peuvent financer ce type de levée de fonds. On n'a pas aujourd'hui l'écosystème de financeurs qui est suffisamment outillé, qui est suffisamment capitalisé pour payer des levées de fonds du type de ce qui est nécessaire pour OpenAI, qui a fait une levée de fonds il y a encore une semaine de 40 milliards. Ça, aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire en France ou en Europe. Ouais, et pour boucler la boucle, je dirais que si on ne peut pas le faire, c'est parce que depuis déjà peut-être quelques décennies, on a oublié cette notion de souveraineté, en fait. Alors que si on avait conservé cette notion de souveraineté, on aurait conservé, je pense, plus de création de valeur en France, en Europe. Et aujourd'hui, on serait peut-être à niveau équivalent avec les États-Unis. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand l'Union européenne a été fondée, on était sur un niveau de PIB strictement équivalent à celui de des États-Unis. Alors qu'on était beaucoup moins de membres dans l'Union européenne. Donc il y a eu vraiment une décorrélation entre le PIB de l'Union européenne et le PIB des États-Unis, des corrélations très fortes. Et ça, je pense que c'est parce qu'en partie, on a oublié cette notion de souveraineté. Donc là, il faut commencer à s'en rappeler. Ça va prendre du temps et il va falloir s'y remettre. Mais quand on regarde justement ce qu'ils ont fait en Chine, parce qu'on en parle, en Chine, pourquoi ils ont des acteurs majeurs dans la technologie ? Parce qu'ils ont interdit l'accès aux acteurs américains, en réalité. Et en interdisant cet accès, alors eux, ils ont été assez
C'est une stratégie. C'est une stratégie, mais ils ont réussi du coup à développer des vrais acteurs majeurs. Est-ce que si nous on avait aussi interdit l'accès aux acteurs américains à notre marché européen, est-ce qu'on aurait aussi aujourd'hui des vrais acteurs majeurs technologiques qui seraient prêts à rivaliser avec un Microsoft, etc. On ne le saura jamais. Mais il y a quand même ce constat, et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'effectivement, on n'a peut-être plus non plus cet écosystème derrière économique qui permet de suivre, de financer les entreprises, de refinancer, etc., et de prendre des risques. Et ça, c'est hyper important. On a vraiment construit notre dépendance technologique, tu vois. Et là, c'est intéressant parce que c'est des choix politiques. Il y a eu, en tout cas, il y a eu des choix. Enfin, il y a eu des choix globaux. Mais d'ailleurs, c'est intéressant quand nous on s'est lancé là sur la notion de souveraineté Polaria avec Polaria Tech. On s'est lancé sur cette notion de souveraineté technologique. On a été critiqué par des concurrents français qui disent que ce qu'on raconte sur la souveraineté technologique, c'est n'importe quoi, parce qu'en réalité, ça les emmerde sur leurs propres propositions, parce qu'eux vendent des solutions américaines. Et en fait, on vient marcher aussi sur ces plates-bandes-là, et nous, on fait effectivement ce choix-là. Mais à un moment donné, il faut une cohérence. On ne peut pas être un politique, et je prends l'exemple du Health Data Hub qui devait stocker les données de santé français. Eh bien, à un moment donné, il y a eu un appel d'offres. C'est Microsoft qui l'a remporté. Alors là, il y a un retour en arrière. J'ai vu que la c'est-à-dire que Microsoft aurait eu les données... Les données pour stocker les données de santé françaises. Donc, on a un sujet. Mais le vrai sujet, enfin, le vrai point là-dessus, c'est qu'à un moment donné, on n'est pas placé face à certaines dimensions de responsabilité. Et il y a une excellente tribune qui a été publiée dans le journal L'Opinion, d'un chercheur qui s'appelle Nicolas Julien, et associé à un entrepreneur qui s'appelle Cyril de Souza Cardozo. Et je parle beaucoup des choses de moi-même dans ce podcast. Le Alain Delon mais ce qu'on disait dans cette tribune, c'est qu'à un moment donné, tu vois, dans les années 70, personne ne s'est fait virer parce qu'on a choisi les technologies d'IBM. Dans les années 80-90, on n'a viré personne après coup parce qu'on a fait le choix des technologies Microsoft. Et dans les années 2010, parce qu'on s'est doté de Google, où tout le monde s'est mis sur Google, sur le moteur de recherche, personne non plus s'est fait virer. Sauf qu'à la fin, personne n'a été responsable de ça. Personne ne s'est senti responsable de ça. Mais à la fin, on a construit notre dépendance technologique. Et là, il va se passer la même chose avec l'IA. On a un vrai sujet. Et donc, oui, c'est à la fois un choix collectif, un choix politique, et c'est aussi un choix individuel. Et donc, c'est pas neutre de décider d'utiliser ChatGPT ou Mistral. Ça dit aussi quelque chose de l'avenir qu'on veut construire. Alors, il ne va pas se passer la même chose, je vais être positif. Et positif parce qu'on est là, du coup, et qu'on défend cette souveraineté. Et on est beaucoup à le faire, on est de plus en plus nombreux à le faire. Ouais. D'ailleurs, Trump, c'est une super nouvelle. Trump et Elon Musk ont été nos meilleurs alliés là-dessus. C'est ça, ça met un coup de pied dans la fourmilière là, avec ce qui s'est passé avec. Sûr qu'après, ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut pas utiliser bien évidemment des technologies américaines ou autres. L'idée, c'est de faire des choix. Après, c'est-à-dire que quand on va développer des produits qui vont intégrer de l'IA, quand on va avoir le choix entre des briques françaises qu'on maîtrise en termes de souveraineté. C'était ma question suivante. Il est incroyable, Martin. Magnifique. Parce que j'ai lu le plan, moi. Moi, j'ai lu le plan. Et là hein non, ça, je peux pas le dire. Mais du coup, ce que je disais, oui, quand tu vas développer des produits dans lesquels tu vas embarquer des briques d'IA, tu auras le choix entre intégrer des briques américaines, chinoises, peu importe, ou des briques françaises. Et il faut qu'on ait cette possibilité-là. Il faut qu'on crée en tout cas les conditions nécessaires pour qu'on puisse le faire. Donc, tu as aussi une certaine forme de... Alors, je ne sais pas si le terme existe. Il y a souveraineté technologique. Est-ce qu'il y a la responsabilité technologique? C'est-à-dire que l'utilisateur de l'IA doit choisir, lui aussi, d'utiliser en priorité des intelligences artificielles qu'il y a dans son pays ou sur son continent. En tout cas, c'est clair. Il faut vous utilisez quelle intelligence artificielle? Nous, on en utilise plein, parce que chez Polar, on utilisait plein. Nous, très concrètement, sur la partie formation, très concrètement, on forme à la fois sur Mistral, mais on est capable de former sur l'intégralité des outils, parce qu'à un moment donné, c'est aussi le choix des clients de savoir sur quelle plateforme ils veulent, en tout cas, se déployer. Par contre, quand on développe des solutions, quand on développe nos solutions, et là, du côté de Polaria Tech, là, on est très clair. Là, on est sur de la souveraineté technologique. Donc, ça veut dire la bureautique de premier niveau. On utilise des outils, voilà, celui qui vous intéresse le plus. Moi, je pense qu'il faut de plus en plus qu'on utilise Mistral. Par contre, quand on commence à développer des solutions, la stratégique, on travaille beaucoup avec le secteur public. Là, tu peux mieux en parler que moi. Dans ce champ-là, par contre, on fait des choix de technologie française ou open source. Parce que moi, je crois que le vrai axe, c'est pas tant la nationalité de l'outil, c'est son mode. Nous, je pense que, en gros, soit on va aller vers des IA qui sont propriétaires, et ces IA, là, qu'on soit clair, elles seront ou chinoises ou américaines. Ou alors, on participe à un écosystème qui développe donc des solutions open source. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, des solutions qui sont, en tout cas, dont on partage le code, dont il y a une accessibilité, en tout cas, technologique. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. En réalité, les technologies open source peuvent être payantes, les maintenir. Enfin, ça demande de l'investissement. Mais c'est quelque chose qui fonctionne.
une grande partie de l'infrastructure du cloud, tous les logiciels qui font tourner les serveurs ou autres, à 90% sont issus de l'open source. Donc on a des modèles qui montrent ça, et je pense qu'on doit en tout cas faire ces choix-là également d'un point de vue technologique. Ce qui est intéressant, c'est qu'OpenAI là-dessus a fait je te passe la parole, excuse-moi. Mais OpenAI a fait le choix récemment d'annoncer qu'ils allaient proposer des modèles open source. Ouais, je pense que par rapport à ça, c'est une vraie sorte de guerre entre l'open source et le propriétaire. Ceux qui ont quand même lancé l'open source dans cette course, c'est Mistral. Il faut bien le souligner. Mistral, c'est français. Mistral, c'est français. Avant qu'il. On avait Bloom avant. Il y avait Bloom comme premier moteur, tu vois, en 2022. Mais qu'il a popularisé, c'est vrai que Mistral a quand même popularisé, quand même développé. Qui a lancé vraiment la grande Mistral, vague. c'est ChatGPT. C'est pareil. Alors le chat de Mistral, c'est l'équivalent de ChatGPT. D'accord. Après, Mistral, c'est la société, OpenAI, c'est la société. D'accord. Mais c'est quand même Mistral qui a fortement contribué au développement de modèles open source, qui ont été même repris par les Chinois, notamment DeepSeek, qui se sont rebasés sur des versions qui avaient été diffusées et des développements qui avaient été faits par Mistral. Donc il y a des vrais enjeux sur ça, il y a peut-être une vraie guerre sur ça, et aujourd'hui effectivement comme tu dis Martin, on s'aperçoit qu'OpenAI ils sont obligés finalement de réagir par rapport à ça, malgré eux je pense, parce qu'ils étaient quand même vraiment lancés sur un modèle propriétaire avec un retour sur investissement nécessaire, etc. Alors c'était normalement leur ADN initial. Ouais, c'était clairement leur ADN initial. Malgré eux, ils sont obligés de se remettre en question sur ces sujets-là, parce qu'ils voient bien la montée en puissance de l'open source et de l'intelligence artificielle, de l'open source dans l'intelligence artificielle, ce qui est très très positif. C'est très très positif pour les TPE, pour les PME, pour tout l'ensemble du tissu économique mondial qui va pouvoir plus facilement adopter l'intelligence artificielle. Oui. Pour faire un parallèle avec des cas concrets qui existent déjà de technologies open source qui ont quand même transformé un petit peu l'humanité, moi je trouve que Android, c'est intéressant, parce que Android à la base, c'est open source. Et ça a été déployé sur des milliards de smartphones aujourd'hui dans le monde. C'est déployé sur des milliards de smartphones. C'est un succès. C'est un véritable succès de l'open source qu'on peut constater. Donc on peut voir à quel point ça peut être transformateur, cette logique open source par rapport à la logique propriétaire, parce que s'il n'y avait pas eu Android, on peut penser que Apple, au lieu que l'iPhone il soit à 1 000 €, aujourd'hui il serait peut-être à 3 000 €, parce qu'ils auraient pris complètement le marché, ils auraient dépassé tout le monde, etc. Donc il y a eu un rééquilibrage avec l'open source, avec Android, entre le prix de l'iPhone et d'autres smartphones, etc. Ça a permis à d'autres sociétés aussi technologiques dans le monde de développer d'autres smartphones, etc. et d'être super compétitifs. Et là c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer, et c'est hyper important de le souligner. Et c'est vrai que l'Europe a quand même cet ADN très orienté sur l'open source, parce qu'on a un tissu de chercheurs à l'origine, on a un tissu de développeurs, de mathématiciens, de techniciens, qui fait que on est orienté sur ça, et on voit aujourd'hui que ça a un impact mondial en fait, cette logique open source par rapport à la logique propriétaire. Au niveau des États-Unis, tu as quand même Meta aussi, qui a fait le choix de l'open source. Et Meta aussi. Mais qui, à la tête de l'IA, a un Français. Ouais, avec Yann, mais effectivement Meta aussi qui aujourd'hui fait le choix de l'open source, et c'est super intéressant parce que ça fait un acteur majeur en plus dans cette course à l'open source, qui permet un peu de rivaliser avec un OpenAI ou avec d'autres qui feraient du propriétaire. Mais l'utilisateur, je vais prendre un exemple simple. On a une voiture qui est fabriquée en France, assemblée en France et qui coûte 40 000 €. Et on a une voiture qui est fabriquée en Chine, qui a les mêmes performances et qui coûte 20 000 €. Normalement, l'acheteur, le consommateur va acheter la voiture qui est en Chine. Comment ça va se passer pareil pour les intelligences artificielles? Imaginons, je prends l'exemple, on a, tu m'as dit c'est le chat, c'est ça ça s'appelle? Ouais, le chat. Chat, et qui est en concurrence avec ChatGPT. ChatGPT c'est 20 $. 20 $ l'abonnement, c'est? Ouais, c'est 20 ça. $. Ouais. Et Ça dépend. à performance égale, l'autre c'est 30 $. Comment on va justifier ça? Parce que forcément, il y a aussi une donnée économique pour le consommateur. Il est bien content quand on lui dit oui, il faut qu'il y ait cette souveraineté technologique. Mais lui, à la fin, tout ce qu'il veut, c'est payer moins cher et avoir la même capacité de pouvoir le faire. Là, tu es quand même dans un nouveau paradigme économique, c'est-à-dire que tu regardes le coût des solutions, c'est équivalent. Aujourd'hui, que tu prennes un abonnement ChatGPT ou Mistral ou Gemini, c'est toujours à peu près une vingtaine de dollars. Équivalente, c'est un prix équivalent? Non, là-dessus, il y a deux réponses. La première, c'est quand tu as utilisé l'interface proposée par l'outil. Quand tu as utilisé l'interface de ChatGPT, l'interface de Gemini, l'interface de Mistral, tu vas payer la même chose. Et là, tu auras des petites différences en termes de performance. Aujourd'hui, c'est vrai que la guéguerre, elle se fait plutôt entre les Grok, Gemini et ChatGPT en termes de puissance.
D'accord ? Par contre, Gemini, c'est qui ? Google. Ok. Par contre, l'utilisation que tu vas en avoir ne va pas forcément nécessiter d'utiliser toute la puissance du modèle. Tu m'as dit, attends, excuse-moi, Grok c'est. Grok, c'est Elon Musk, Ouais. c'est XAI. Gemini, c'est Google. Et ChatGPT, c'est OpenAI, qui a comme Donc, c'est actionnaire les trois, Microsoft. tu me dis aujourd'hui, c'est les trois qui dominent ? En termes, quand tu auras les derniers benchmarks, il se tire un peu la bourre. Et DeepSeek après, quoi, du côté chinois. Qui a pris un peu de retard depuis les dernières versions, le temps de copier, le temps de reproduire les performances. Ils sont engagés. Je garde la- sur cette remarque, Non, mais c'est- non, mais alors, Il l'a dit tout bas dans le micro. Ouais, ouais, ouais. Non, mais le fameux R1 de DeepSeek, on sait que c'était un distill de ChatGPT. Enfin, aujourd'hui, c'est pas un mystère. C'est quoi, Erwan ? C'est une version de DeepSeek, celle qui a R1 provoqué en la quoi ? Moi, je le traduis R1 R1, en français. C'est la version qui a provoqué la panique là, sur les marchés financiers il y a quelques mois. La sortie de cette version en fait, a fait paniquer un peu tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on avait un modèle qui était entraîné pour pas cher et qui avait des performances équivalentes à celles des plus gros modèles existants. Bref, je reviens à mon sujet. Quand tu utilises les interfaces des modèles, tu as des modèles qui ont à peu près le même coût, mais des performances différentes. Par contre, tu peux très bien, sur certains types de cas d'usage, que tu utilises un modèle moins puissant ou un modèle plus puissant, à question similaire, tu auras une réponse similaire, parce que tu ne vas pas avoir besoin d'utiliser toute la puissance du modèle. Donc là, ça dépend des cas d'usage déjà que tu veux traiter. Le deuxième niveau de réponse, c'est quand tu vas l'utiliser en intégrant la brique de l'IA dans d'autres types de produits. Quand tu veux faire des automatisations, quand tu veux créer des produits qui vont intégrer de l'IA, là, tu vas devoir appeler l'API, ou en tout cas déployer en local, si on est en local ou sur le cloud, si tu es sur des modèles open source, des modèles d'IA. Et là, tu auras des coûts différents. C'est-à-dire que si je prends un exemple très simple, si je prends l'API d'OpenAI et l'API de Mistral, je vais avoir des coûts qui seront totalement différents. Mistral sera beaucoup moins cher. Donc par rapport à un cas d'usage que tu vas avoir traité à titre professionnel, qu'est-ce que tu vas chercher à faire ? Trouver le modèle qui répond à ton cas et qui te coûte le moins cher. Oui. Donc là, au contraire, je trouve que les solutions comme Mistral, elles ont un vrai avantage compétitif par rapport à des modèles comme ChatGPT où tu as des versions qui coûtent une blinde à faire tourner via l'API pour finalement un usage qui ne va pas être non plus incroyable si tu le compares à un Mistral ou autre. Et d'ailleurs, je pense que dans les acteurs économiques, il y a pas que le prix qui donne aussi, qui fait, pour faire un choix en tout cas. D'ailleurs, il y a plein de marques qui se fondent aussi sur d'autres aspects. Je pense que la dimension effectivement géopolitique redonne de la valeur à des choix par exemple de technologie française, européenne. À un moment donné, quand j'achète, il n'y a pas que la dimension prix. Il y a aussi cette idée de se dire quel est le monde que j'ai envie de construire, à quoi j'ai envie de contribuer. Et ça participe aussi au choix économique. Alors bien sûr, il faut qu'on développe de la performance, mais ça dépend à quel participe. niveau. Non, mais à un moment donné, il y a quand même cette réalité. On voit d'ailleurs avec le succès de l'iPhone. Les gens, quand ils achètent un iPhone, ils se disent oui, je vais aider le monde. Il est fabriqué où ? Ben oui, mais... C'est toujours pareil. En fait, je pense que ça dépend en fait. Hein. Non, mais après, C'est une question de volonté. Là, t'as Le curseur, pardon. Bien sûr, mais d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, il va falloir cependant faire des efforts. C'est que oui, si on veut faire de l'open source, mais nous on le voit bien, si on fait de la technologie open source, t'as un peu moins bien que les derniers modèles propriétaires. Parce que l'open source est un petit peu derrière. Donc tu dois faire le choix un peu de moindre performance, mais pour gagner ailleurs, en souveraineté technologique, en indépendance, avec un point, c'est que le numérique et l'IA sont régis par les rendements croissants d'adoption, qui font qu'à un moment donné, il y a des effets d'agrégation qui font que c'est les grands qui gagnent. Les systèmes d'exploitation, sur les iPhones, sur les smartphones, tu as iOS et tu as Android. T'en as deux. À un moment donné, les moteurs de recherche, en tout cas à date, tu avais Google qui avait en tout cas tout agrégé. Système d'exploitation, t'as Windows, et pareil, t'as du côté d'Apple, mais t'en as pas vraiment l'autre, t'as un peu Linux en partie open source. L'IA, ça sera la même chose, à un moment donné, on va pas rester sur une multiplicité d'acteurs. À un moment donné, il y a des effets d'agrégation qui vont se produire. Et là, la question, c'est à quel effet d'agrégation tu veux, en tout cas, contribuer. C'est un marché qui va se consolider. Après, pour revenir sur ta question initiale par rapport aux consommateurs, c'est sûr que je pense qu'on ne peut pas demander aux consommateurs de faire ses choix souverains. Dans une certaine mesure, ils peuvent et il faut développer cette conscience, je pense, auprès de la population. C'est hyper important. D'ailleurs, il y a des pays qui ont plus ou moins cette conscience. Donc ça, c'est hyper important de la développer et ça passe par l'éducation, je pense, en partie. Mais après, je pense que c'est le choix de la souveraineté, il appartient principalement aux entreprises. C'est débile, quoi. Ouais. Référence au premier podcast, on mettra en insert. On aura le choix d'être débile, comme on aura le choix de dire non mais ok, je vais quand même essayer de me cultiver. Cette punchline. Mais le choix de la souveraineté, il appartient plutôt aux entreprises et aux décideurs.
et aux décideurs et à tous les échelons avant le consommateur final. Déjà. Après, bien sûr, si le consommateur final, en plus, il est éduqué sur ces aspects-là et qu'il est sensible à ces aspects-là, c'est encore mieux. Mais, moi, j'aime bien prendre un parallèle, parce que j'aime bien... Tu sais ça, mais... Faire des métaphores. Attention à la métaphore. La métaphore, l'instant métaphore d'Alexis. Jingle. Si ça implique une Kalachnikov. Non, alors non mais t'attaches de l'importance à aller faire ton marché, aller dans un... Tu vois, moi j'adore les petits marchés qui sont dans la rue et tout ça, et tu vas acheter des produits locaux, quoi. Et cette importance-là, moi ça me semble important, c'est le choix de ces personnes aussi qui vont acheter dans ce marché-là, et ça permet de maintenir ce marché-là, mais il faut aussi que ce marché-là il soit autorisé par la municipalité, qu'il soit compétitif aussi. Ça, c'est une question qu'on se pose quand on a plus de moyens, parce que quand on a moins de moyens, ils se posent pas ces questions-là. Ça dépend où t'habites. Alors, il faut que le marché reste accessible, il faut que tes fruits, tes légumes, ils restent accessibles quand même dans ce marché-là, et pour le consommateur final, mais il faut aussi qu'il y ait un espace qui soit donné pour ce marché par la municipalité, etc. Parce que sinon, on n'aura plus de marché, etc. Et ça, on en revient aussi un petit peu aux mêmes idées. Donc, nous, moi, je suis favorable, en tout cas, à choisir des solutions locales. Et c'est pour ça que la souveraineté technologique aussi dans l'IA, c'est de déployer localement des modèles d'intelligence sur des serveurs qu'on contrôle, de garder le contrôle sur tous ces aspects-là. C'est comme quand tu vas faire tes courses au marché, quoi. C'est assez comparable. C'est un peu l'IA en circuit court. Ouais. Voilà, c'est le circuit court de l'IA. C'est comme choisir. Cette IA a été produite à moins de 100 km. Petit cachet. Non, mais c'est sûr que quand tu fais un appel quand tu passes par ChatGPT, par exemple, que ta requête elle passe outre-Atlantique jusqu'aux États-Unis et qu'elle revient, il faut bien l'avoir en tête, quoi. Ça passe outre-Atlantique et ça revient, ça fait un aller-retour. Puis c'est stocké. Ça peut être stocké de l'autre côté, tu sais pas exactement. Enfin, ça implique plein de trucs. Donc c'est exactement la même chose que quand tu achètes un légume local ou alors quand tu achètes un avocat qui vient de l'autre bout du monde. Hein. C'est vraiment tout à fait comparable. Si la prochaine guerre mondiale ne se jouait plus pour le pétrole, mais pour la data et l'intelligence artificielle, même si on a commencé un petit peu à en parler, sommes-nous déjà en guerre sans le savoir ? Bah oui. Voilà, je m'arrêterai là. Non, mais clairement, la donnée, c'est en tout cas, c'est l'élément essentiel. La base, c'est le époque. processeur, en fait, à la base. Ah, vraiment, à la base, Non, à la base, c'est la matière première. Voilà. C'est la puissance de calcul. Non, c'est la base, c'est quand même la matière première, qui sont principalement des terres rares ou des matériaux critiques, donc des minéraux qui ne sont pas répartis de façon homogène dans le monde. Il y en a beaucoup en Afrique, en Chine. Et dans les fonds marins. Ils permettent de fabriquer quoi ? Ils permettent de fabriquer tout. Alors, c'est pas que l'IA pour le coup, c'est tous les composants, une grande partie des composants qu'on va retrouver dans les appareils électroniques. Pour la puissance de calcul. C'est le processeur, non ? Notamment, c'est pas le croisement que, de pas la que. donnée, de la puissance de calcul qui produit, qui permet d'ailleurs, qui a permis l'accélération de l'IA. Donc ça, c'est un point important. Mais effectivement, la donnée, c'est l'un des vrais enjeux de l'époque, et je pense que là-dessus, Capter la donnée. nous on a été effectivement, là pour le coup, l'Europe a été naïf sur le sujet. On a laissé notre donnée être captée, alors que tout l'enjeu, c'est celui de la donnée. Donc, alors est-ce que la comparaison avec le pétrole est un peu sensible au sens où, on sait qu'on va arriver à un pic de données, c'est-à-dire qu'on aura utilisé a priori toute la donnée humaine disponible d'ici 2026-2028. Bon, les modèles qui vont arrêter de se déployer d'ici là, mais c'est sûr que qui possède la donnée, en tout cas, maîtrise en tout cas le sujet. Et moi là-dessus, je pense que, et notamment j'ai beaucoup lu ce qu'a produit le think tank Génération Libre sur le sujet, sur la propriété de la donnée. Je pense qu'on n'a pas eu le bon focus pour justement essayer d'œuvrer à faire en sorte que les Européens soient propriétaires individuels de leurs données, pour plein de raisons réglementaires ou plein d'autres. On n'a pas le droit, par exemple, de vendre ces données. Et si tu ne peux pas vendre tes données, en réalité, tu ne peux pas, du coup, les exploiter. Mais on est aujourd'hui en phase d'utilisation de plein d'outils gratuits. Et on a découvert finalement, un peu à nos dépens, que quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Et toutes les problématiques qu'on a sur l'utilisation des écrans, les notifications, la captation de l'attention, sur les risques sur la démocratie, sont produits par ce sujet-là. C'est que c'est nos données qui sont au cœur de la mécanique numérique et digitale. Et c'est clair, l'IA, c'est aussi un sujet de données. Là-dessus, c'est vrai que si on n'a pas la propriété de notre donnée, on n'aura pas en tout cas de souveraineté technologique. Ouais, moi j'en profite pour apporter un éclairage sur ça qui me paraît important. C'est qu'il y a pas mal de sociétés, donc nous on le voit dans nos clients, pas mal de sociétés qui sont sur Google Drive ou Office 365. Et jusqu'à présent, ça leur posait pas
tant de problèmes que ça. Ouais, c'est vrai. Elles avaient fait ce choix-là, c'est des choix assez fondamentaux quand même, parce que tout repose sur ça, et ça leur posait pas tant de problèmes que ça. Mais ce dont on s'aperçoit maintenant, c'est qu'avec l'IA générative, il est beaucoup plus facile d'exploiter ces données qui sont stockées. Parce que du coup, à travers le RAG notamment, on va pouvoir venir explorer ces données très facilement, faire des requêtes sur ces données. Retrieval Augmented Generation, où c'est une technique qui permet d'exploiter des modèles de langage avec des bases de connaissances. D'accord. Donc ta base de connaissances, ça devient par exemple ton Google Drive ou ton SharePoint. On peut considérer ça comme une base de connaissances, et aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'exploiter ces données avec l'IA générative, parce que du coup tu vas pouvoir avoir une interface conversationnelle pour avoir des discussions avec ces données qui sont sur ton Drive ou qui sont sur ton SharePoint ou qui sont ailleurs, etc. Mais du coup chez Microsoft ou chez Google. Et maintenant ces sociétés qui avaient mis ça en place et qui ont toutes leurs données qui reposent sur cette stack technique, en fait il faut qu'elles prennent conscience que avec l'IA générative, il est aussi beaucoup plus facile pour Google et Microsoft d'exploiter leurs données qui étaient sur ces drives. Et là, ça apporte une autre perspective. C'est que jusqu'à présent, ça dérangeait personne, en fait, de se dire, je mets mes documents sur Google Drive, je mets mes documents sur SharePoint, etc., c'est Microsoft, etc., très bien, ça dérangeait personne. Sauf que maintenant, en fait, pour n'importe quel grand acteur du numérique, comme un Microsoft, un Google, etc., ça devient hyper simple d'aller exploiter maintenant ces données qu'ils hébergent, en fait. Donc gratuitement, en plus. Alors, après, ils sont censés avoir des conditions générales d'utilisation, de vente, etc. Enfin, c'est censé être cadré, réglementaire. Mais tout ça, c'est pour je trouve que c'est important d'apporter cette perspective-là, parce que ça, c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'apparaître. Je pense qu'il n'y a pas encore eu cette prise de conscience de la part des entreprises et des organisations, que en fait, toutes les données qu'elles stockent, maintenant, il est beaucoup plus facile, pas seulement pour eux, mais pour n'importe qui, de les exploiter. Donc c'est hyper important de le dire aujourd'hui, et j'en profite qu'on ait ce débat-là sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment quelque chose que je suis en train de voir apparaître. Et il y a une prise de conscience qui est en train de se faire par les entreprises, qui en fait n'étaient pas du tout terrorisées à l'idée de se dire j'ai tous mes documents chez Google, j'ai tous mes documents chez Microsoft, qui par contre peuvent devenir terrorisées à l'idée de se dire mais attends, en fait, Microsoft et Google, finalement, ils peuvent exploiter maintenant, hyper facilement, mes connaissances et mes données. Et donc je perds cette souveraineté, je perds cette capacité, je perds ce contrôle sur mes données. Beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant c'était compliqué, clairement, d'aller exploiter des données d'une entreprise qui avait mis tous ses documents sur SharePoint ou sur Google Drive. C'était compliqué. Maintenant ça l'est plus en fait. C'était plus ça ciblé, l'est plus du tout. Est-ce qu'on peut le maîtriser, ça, vraiment, la donnée ? Parce que ce soit stocké aux États-Unis ou en France, à la fin, en fait, quelqu'un a toutes mes données. Et il peut en faire ce qu'il veut. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ouais. Si l'acteur est français, européen, et s'il est américain, c'est pas la même chose. Parce que t'as pas en tout cas le même pouvoir d'action, notamment d'un point de vue démocratique, sur potentiellement ces entités-là. Donc il y a un gros changement là-dessus. Et tu vois, l'action de quoi ? à un moment donné, si tu souhaites, je sais pas, on a mis par exemple les RGPD, où tu souhaites, je sais pas, interdire certains types d'usages, où tu veux protéger ta donnée, d'un point de vue politique, on peut influencer ce qui se passe en Europe. On n'a aucunement la main sur la réglementation américaine. Franchement, ça fonctionne, ça. Mais bien à sûr partir du moment où tu laisses des traces sur Internet, tu peux contrôler ces traces-là. Non, mais là, ces données-là. le problème, c'est que parce que la technologie, justement, tu nous as tout à l'heure demandé la définition de la souveraineté technologique. Définir finalement la souveraineté technologique en direct, parfois ça peut être un peu compliqué. Par contre, on sait quand on l'a plus, quoi. Tu vois, c'est un peu comme le bonheur. Quand tu reconnais la souveraineté technologique, au bruit qu'il fait quand il s'en va, tu vois. Et c'est exactement ce sujet-là qu'on a, c'est que au moment d'un coup, on se dit merde, la donnée elle est importante de ma boîte. Ah merde, elle est stockée chez Google, chez Microsoft. Ah merde, mais alors du coup, tiens, j'ai envie de sortir. Mais merde, on n'a pas de technologie française européenne. Ah, on n'a pas de un mail. Ça n'existe pas. Quelle boîte mail existe? Non, il doit y avoir quelques modèles, mais... Proton Il y en a. Si, il y en a, ouais. Proton Mail et autres. Tu vois, boîte mail, si tu prends le cloud, tu prends, je sais pas moi, tous les... tu perds énormément, en fait. D'un coup, tu te dis, merde, si je dois aller maintenant sur des outils autres que ceux qui sont là, tu te retrouves un peu démuni. Et c'est ça, et c'est à ce moment-là que tu te ne serait-ce qu'au niveau des messageries. On n'est pas souverain. Messagerie sécurisée aujourd'hui, faut la trouver. Telegram. Ouais. Signal. Signal. Après, Signal, limite, mais qui sont plus compliqués à utiliser qu'en WhatsApp et autres. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont intégré dans WhatsApp. L'IA, Meta. Ouais. Sur toute la suite Meta. Mais c'est incroyable au niveau des données, ça encore. Bah oui. Oui, mais ça, c'était pas nouveau. c'est C'est pas nouveau non plus. Bah oui, c'est Mais dingue, oui. ça. WhatsApp, la grande blague de WhatsApp, ça a toujours été que les conversations étaient cryptées, mais elles peuvent quand même être analysées par Meta.
Donc ça a toujours été le tu passes à un cran double message. supérieur quand même, parce que là tu peux poser des questions, tu peux. Ah oui, non, mais tu passes à un prends. cran supérieur, Je pense que tu prends conscience d'un truc qui existait déjà. Ouais, c'est ça, C'est c'est- vu même dans Insta aussi. Bah, Oui, en tous fait, les trucs méta. On en revient Oui, à ce que méta. j'ai dit juste précédemment, c'est-à-dire qu'avant tu disais bon bah mes conversations elles sont sur WhatsApp, c'est pas grave. Non mais maintenant elles sont sur WhatsApp, mais maintenant elles sont ultra facilement exploitables par toi ou Meta. Et ça change tout en fait. Et c'est là que les gens ont une prise de conscience, je pense. Enfin, vont en avoir une. En tout cas, je pense qu'il est nécessaire d'en avoir une parce qu'effectivement, bah, c'est beaucoup plus facile de les exploiter. Donc, Et là, tu vois, par exemple, aux États-Unis, enfin, tu vois, la NSA, le scandale qu'il y a eu autour de la NSA, la capacité qu'a la NSA d'accéder à nos données, qui a conduit la NSA à écouter énormément, même d'ailleurs des dirigeants européens, bah, on a quand même découvert qu'à un moment donné, il y a un Patriot Act aux États-Unis qui fait qu'à un moment donné, si les Américains disent à une boîte Et avec le américaine, Cloud Act, je veux accéder effectivement à les données de telle boîte, telle personne, je peux. ben, ils peuvent. C'est ça la réalité. C'est ça ce que ça veut dire d'utiliser des technologies américaines. Ce qu'il y a eu C'est aussi qu'à un sur moment les donné, écoutes de Facebook. Ce qu'on a eu quand on a entendu les employés qui en parlaient entre eux, qui disaient qu'il y avait des C'est trucs pas qui étaient pareil en demandés. France. Bah, sauf que tu non. peux le contrôler. T'as C'est pas, que la t'as France pas, dit, t'as je pas vais le, écouter t'as les pas le même conversations dispositif de juridique. De Cousin Cardozo, parce que je pense qu'il fait des trucs bizarres. Non, mais Bah, c'est plus compliqué parce que là, il faut déjà. Alors, j'ai plus le détail juridique en tête, hein, mais il faut déjà qu'il y ait un certain profil qui soit identifié, qui ait une fiche de surveillance, je sais pas quoi. C'est pas. et t'as C'est pas en claquant des doigts, je me dis, lui, bizarre, je vais écouter ses conversations. Ouais, et puis t'as pas l'extraterritorialité qu'ils Oui, ont en en fait plus. aujourd'hui. En fait, c'est surtout ça aussi l'un des sujets avec le Cloud Act, c'est qu'ils ont l'extraterritorialité, c'est-à-dire cette capacité, enfin comme Cyril tu viens de le dire, mais cette capacité à pouvoir aller chercher l'information qu'ils veulent chez qui ils veulent. Et puis à te condamner aux États-Unis, Ouais. si tes données incluent des choses qui sont jugées illégales aux États-Unis, même si elles sont pas stockées, enfin, si elles n'étaient pas communiquées directement chez eux. C'est-à-dire, en gros, je prends un exemple, tu es en France, dans un document que tu as stocké sur Google Drive, il y a un élément qui est jugé illégal selon le droit américain, tu pars aux États-Unis, tu peux être jugé. C'est la même chose qu'avec le dollar. Si tu fais des transactions en dollars dans le monde qui sont jugées illégales selon le droit américain, tu peux être mis en prison aux États-Unis. C'est arrivé à un des dirigeants d'Alstom qui s'est retrouvé à débarquer à New York pour je sais plus quoi, et qui s'est fait attraper par le FBI là-bas, ou je sais pas quelle agence américaine, parce que tu as fait une transaction illégale au Vietnam ou en Asie avec des dollars. Donc c'est la même chose aujourd'hui avec nos données. Donc là, pour revenir sur la guerre, en fait c'est ça. C'était vraiment, c'est une arme ça aujourd'hui. C'est pas une arme conventionnelle, mais le fait que tes données puissent être utilisées, ça peut être utilisé comme une arme. C'est pas pour rien que tu as des grandes puissances, que ce soit des puissances économiques ou des puissances étatiques, qui souhaitent maîtriser leurs gisements de données et capter les gisements des autres. Microsoft, qui était dans l'appel d'offres en question pour capter les données de santé françaises, c'était française ou française, Ouais, c'est française. française, ça a une valeur stratégique qui est colossale. Donc aujourd'hui, la donnée, la maîtrise de la donnée, c'est là où j'aime bien, alors il n'est pas parfait bien sûr, mais le parallèle avec le pétrole est quand même intéressant. Tu as vraiment une approche ressource. La donnée aujourd'hui, c'est aussi une ressource. Et qui va la capter le mieux et la défendre le mieux va avoir un avantage par rapport aux autres. Là-dessus, alors, les États-Unis sont très en avance, la Chine aussi. La Chine, je pense qu'ils ont le meilleur gisement de données de l'histoire, parce qu'ils ont des données unifiées de tous les citoyens chinois, avec WeChat. Donc WeChat est une application chinoise, où en fait c'est un agrégateur plus ou moins d'applications. En fait, tu as ton WeChat et tu as tout dessus. Tu as tes moyens de paiement, tu as tes vidéos, tu as tes réseaux que ce soit un sociaux. modèle à copier quand même. Ah non, mais je dis pas que c'est à copier, Ouais. je dis qu'ils ont ça, et que du coup, ça veut dire que toi, tu es là-bas, imaginons tu es chinois, tu as cette application, toutes tes données sont centralisées sur la même application. Donc tu imagines en termes d'exploitation derrière, c'est génial, enfin, c'est du pain béni. C'est un modèle d'ailleurs qui intéresse beaucoup Elon Musk, qui en a parlé. Il a dit que WeChat, c'est quelque chose qui cherchait à. Enfin, qu'il y avait des choses dont on pouvait s'inspirer. Donc on voit bien aujourd'hui que capter les données et les unifier au maximum, c'est un vrai enjeu. Et ça peut être utilisé pour propager ta puissance sur d'autres territoires, sur d'autres pays, sur d'autres entreprises. Quand tu reprends le modèle de Grok d'Elon Musk, développé par XAI, qui a d'ailleurs racheté X par des mécaniques financières, cette IA-là va devenir le meilleur modèle pendant quelques semaines. Là, il y a pas très longtemps. Il y a un mois, il y a un mois. Ouais. Grok était le meilleur modèle. Cette capacité-là s'est construite sur une importante capacité de calcul parce Elon Musk avait massivement investi dans des GPU, mais aussi parce qu'ils avaient toute la donnée de Twitter et ils ont entraîné le modèle là-dessus. Et ouais, je rajouterais qu'en plus de la donnée aujourd'hui, le chat de Mistral par exemple, parce que j'aime bien les citer du coup, c'est une interface et c'est comme un média en fait. C'est une interface qui a la même importance qu'un média.
Il faut vraiment voir ça comme un média. Encore au-dessus de la donnée, quoi, la couche supérieure. De la même façon que Google, c'est un média. Et qu'il y a plein d'autres médias. Et du coup, il y a des vrais enjeux par rapport à ça, parce que tu peux faire influencer les gens qui vont lire ou utiliser ton média. Donc on est dans cette guerre-là, entre guillemets, cette guerre d'influence qui permet à ceux qui maîtrisent les interfaces, qui délivrent l'intelligence artificielle conversationnelle, par exemple, ou d'autres types d'intelligence artificielle, d'avoir une certaine influence. À la fois sur l'entraînement des modèles, à la fois sur la façon dont ils vont délivrer l'information, etc. Donc ça, c'est important de le souligner aussi, en fait. Il faut vraiment voir ce qui est en train de se passer, la révolution qui est en train de se passer, comme une révolution aussi médiatique, qui du coup donne des cartes en termes d'influence aux acteurs qui sont potentiellement derrière, quoi. Et une IA, tu vois, c'est jamais neutre. Et justement, pour rebondir là-dessus, c'est qu'on a entraîné, par exemple, il y a eu des chercheurs qui ont entraîné deux IA, l'une sur le Wikipédia chinois, interdit en Chine, censuré, et l'autre sur Baidu, qui est autorisé par les Chinois. Et ensuite, on a posé des questions à ces deux IA. Qui sont les mêmes à la base. Les mêmes à la base, le même entraînement, sur des données différentes. La première associait le terme en tout cas de démocratie à la prospérité, et l'autre, celle entraînée sur Baidu, donc autorisée par la Chine, associait démocratie au terme de chaos. Tu vois, et donc, le vrai sujet qu'on doit avoir, et on n'arrête pas de nous le répéter dans nos conférences, c'est de dire qu'à un moment donné, quand nous-mêmes, on va accéder effectivement à notre histoire, à nos connaissances, à nos données, nous-mêmes, mais aussi nos enfants, nos petits-enfants, est-ce qu'on veut qu'ils le fassent à travers des filtres anglo-saxons ou chinois, ou est-ce qu'on va exister, nous, technologiquement? C'est aussi un enjeu de culture, en réalité. Ouais, c'est vrai que, pour parler de ce que tu disais, Alexis, là, en termes de médias, c'était avant-hier, j'ai testé un peu Sora, et ils ont une sorte de fil d'actualité. De ce qui a été produit dernièrement. Et ce qui est intéressant, je me faisais la réflexion, je me dis, on voit aussi les sujets qui préoccupent les gens. Bon, moi j'ai vu beaucoup de photos de Puff Daddy avec des pistolets, avec l'huile, là, je sais pas quoi là. Donc on voyait que c'était un sujet qui était très. Moi j'avais pas ça, moi, mais bon. Ah ouais, t'as pas ça. T'avais quoi? Non, j'avais des trucs culturels, des bibliothèques. Chacun ses recherches. Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout c'est la première fois que je l'utilise, je regardais, tu vois. Mais je trouvais ça intéressant de voir aussi où il y avait beaucoup de trucs de Trump aussi qui parlaient. Et en fait, c'était un reflet de ce qui se passait aujourd'hui dans la société et des demandes des gens. Et comme tous les médias, quand tu te connectes sur Twitter aujourd'hui, pareil, c'est un miroir déformé peut-être, mais il a inspiré par ce qui est en train de se passer dans le reste du monde. Mais c'est un truc enfin, tu vois, là-dessus, déjà, à l'ère de la donnée, avant même l'IA qui accélère le traitement de la donnée en réalité, déjà sur Facebook, je crois que c'était. Si tu as mis 3 likes sur Facebook. C'est 6, je crois, c'est entre 3 et 6. Et 6, c'est ça, Facebook te connaissait. Il sait pour qui tu votes, il était mieux capable de prédire tes choix que tes potes. Et au bout de 10, il était meilleur que ta conjointe, tu vois, ou ton conjoint. Et bien, juste avec ça. C'est rien, direct. Ouais, c'est rien. Et donc, le truc, c'est qu'à l'ère de l'IA, c'est en train de se démultiplier. Et là, tu vois, que si on prend un peu de recul sur la notion de souveraineté technologique, il y a plein de gens qui ont activé l'historique sur ChatGPT et qui se sont amusés parce que tu sais, ChatGPT, puis ils disent, tiens, qu'est-ce que tu peux dire sur moi? Et les gens, tu sais, ils ont un peu flippé parce que d'un coup, l'IA te parle de toi. C'est un truc de dingue. C'est assez précis. C'est assez précis. Et là, maintenant, tu prends un peu de recul. D'un coup, si c'est à partir aux Américains. Les Américains, ils peuvent dire, ok, c'est quoi le profil psychologique des Français en ce moment? Ou plus précisément, oui, on va faire tel ou tel message pour venir influencer telle ou telle chose, pour déstabiliser un pays, pour venir influencer sa démocratie. Il n'y a rien de mieux. On passe une échelle en termes d'influence qui est énorme. Et là, on a un enjeu. Là, la donnée, là, c'est plus juste je fais le choix un peu de la performance ou je vais acheter mes tomates au marché. Là, il y a un enjeu, mais c'est la bonne métaphore. Hein. Mais c'est ça. Non, c'est important. On va être sérieux 2 minutes. Hein. Non, mais j'avais bien aimé la métaphore. C'est fait chier de sortir un exemple du marché. On m'a dit de pas parler de Kalachnikov. Non, c'est un peu chiant. Tes asperges au marché, Alexis, t'es bien sympa, mais là, on passe à un autre step, tu vois. Bon, bref, en tout cas. Non, mais c'est un sujet qui est majeur, même sur des réalités aussi plus terre à terre. Sur la création d'armées de bots qui vont venir faire de la désinformation sur les réseaux sociaux. Avec l'IA aujourd'hui, à l'époque, les bots, soit il fallait les programmer, soit il fallait avoir des gens dans des fermes à trolls. Pas pour rien qu'on appelait ça des fermes, c'est qu'il y avait énormément de gens qui passaient leur journée à tweeter et autres sur des faux profils. Aujourd'hui, une IA peut faire ça beaucoup mieux que toi et dans des quantités beaucoup plus importantes. Donc c'est des sujets aussi très concrets. Dans le militaire, il y a des impacts aussi qui sont colossaux. Tu le vois en Ukraine.
avec ce qui se passe avec les drones notamment, qui ont parfois des systèmes d'IA embarqués qui leur permettent de repérer des cibles. En gros, je mets une tenue d'un soldat ukrainien ou d'un soldat russe, je dis ça, c'est méchant, le drone il va voler, il a de l'explosif dessus, il détecte qu'il y a des cibles qui ont le même type de tenue, et pam, ils vont au contact, et c'est l'IA qui va détecter la cible en temps réel. Et c'est des drones que tu achètes dans le commerce. Non, c'est des drones que tu achètes dans le commerce. Non, mais c'est la réalité. Il faut qu'on soit. C'est clair. Et d'ailleurs, l'Ukraine, c'est le premier champ de bataille. C'est un champ expérimental énorme pour l'IA. Pas expérimental, attention. Je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas militaires powered by AI qui sont testés en ce moment en Ukraine. On se désolidarise vachement. Mais non, mais je dis pas que lui, on le laisse vraiment, il est à part de nous. Hein. Lui, il est vraiment là. Une analyse. On va mettre le fauteuil un peu plus loin. Moi, j'ai mangé l'avocat qui délivrait. Moi, je préfère les tomates. En gros, pour résumer, on est en guerre. C'est une guerre technologique en fait. C'est pas une guerre conventionnelle, mais oui, il y a des formes. C'est non conventionnel, mais ouais. Il y a des formes d'affrontement, oui, tout à fait. Ouais. Okay. Mais c'est pas nouveau, il y a eu d'autres terrains Oui. Il y a eu des guerres, il y a encore aujourd'hui des formes de guerre économique, de guerre culturelle, c'est des formes de guerre. Aussi. Ouais. Hein des guerres de religion. Oui. Aussi, oui. Voilà, qui finissaient souvent en guerre militaire. Mais... L'intelligence artificielle façonne déjà nos choix, nos opinions et nos économies. Faut-il craindre qu'un pays comme la Chine ou les États-Unis demain contrôle le monde entier sans tirer une seule balle? Même si on a commencé à évoquer ces sujets-là. Si, imaginons, l'Europe perd ce combat de souveraineté technologique. Et donc, c'est les États-Unis ou la Chine qui l'emportent. Est-ce qu'elles ont gagné en gagnant cette guerre technologique? Et qu'est-ce qui se passerait? C'est sûr, c'est la capacité d'influence, inévitablement. Alors, moi, je ne crois pas qu'on va aller à ça, et j'espère qu'on est en train de faire des choix qui nous permettent de ne pas arriver à ça. Mais toi, je prends l'exemple, et là, encore une fois, même on n'était pas encore à l'ère de l'IA, quoi, qu'on commençait à y arriver, mais les Russes, récemment, ont déstabilisé. Bon, ils avaient déstabilisé déjà les élections américaines avec justement les réseaux sociaux. On a découvert plein de choses il y a un excellent ouvrage qui s'appelle Toxic Data, qui documente bien ces sujets-là et qui a montré que les Russes, notamment avec Prigojine, avaient mis en œuvre des systèmes qui permettaient, avec de la pub sur Facebook ciblée, de créer des tensions aux États-Unis entre communautés religieuses. Et récemment, j'ai vu qu'il y avait une remontée de dignitaires russes qui disaient qu'ils ont réussi à déstabiliser comme la place de la France en Afrique par ce type de mécanique, en influençant les réseaux sociaux, en faisant passer des... Et en fait, ils se sont dit, on a essayé d'influencer pendant des années sur le terrain, alors qu'en fait, en réalité, avec quelques dollars sur les réseaux sociaux, on a été capable de déstabiliser complètement la France. Et la France s'est fait déstabiliser par, justement, de l'investissement sur la technologie. Et là, on ne parle pas encore de gros usages de l'intelligence artificielle. Clairement, celui qui maîtrisera en tout cas ce sujet-là, ou qui dominera sur la question, aura une influence. C'est pour ça que de toute façon qu'il y a cette tension entre la Chine et les États-Unis. C'est qu'ils ont bien compris que là, on est face à un enjeu qui est majeur en termes de puissance. Ouais, et puis c'est aussi préserver sa culture. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les modèles de langage, d'intelligence artificielle, donc ils sont entraînés sur des données. Et il y a des biais en fait. C'est jamais totalement neutre. Même Elon Musk qui dit vouloir faire Grok de façon à ce que ce soit toujours la vérité. Plutôt centre-gauche. Il n'y a pas de vérité par définition. Donc ça sera plutôt sa vérité éventuellement. Et donc c'est jamais totalement neutre. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les modèles, si on perd cette course, comme tu le dis dans ce cas extrême, et qu'on sort de la course, ça veut dire qu'on n'aurait plus de modèles qui seront développés entraînés avec nos données. Et ça peut être gênant parce qu'on peut perdre du coup la culture française par exemple, le français, les spécificités françaises, les inventions, l'histoire de France, etc. Parce que du coup, cette histoire sera mal représentée dans l'entraînement de ces modèles. Et donc si elle est mal représentée ou plus représentée, à l'avenir, effectivement, dans les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants, etc., ils seront américanisés ou... En fait, c'est ça, c'est que l'IA, c'est un accélérateur. C'est des sous-américains qu'on regarde bien.
Les marques qu'ils utilisent. T'es dur, mais. C'est vrai, quand tu regardes ouais, Mais tu prends la France, musique qu'ils c'est là où tu as le utilisent, plus de concentration de les McDo. téléphones qu'ils utilisent, les médias qu'ils utilisent. Ouais. La gastronomie. Le marché français, c'est Mais vrai, notre- Tesla. Et pour McDo. Bah, Pour c'est McDo, là où il y a la pour plus grande Tesla. densité de restaurants McDonald's dans le monde, la Ouais, France. c'est vrai. Donc c'est Sur vrai. les réseaux sociaux, avec un téléphone qui vient ailleurs, même les expressions, la musique qu'on écoute, est-ce qu'on n'est pas. C'était comment ça? C'était le pays, je me souviens pas. Je me souviens plus du livre que j'avais lu, mais nous sommes tous des sous-américains ou un truc comme ça, c'était super. Non mais voilà, intéressant. c'est pas un nouveau phénomène, mais c'est vrai Ouais. que l'IA peut l'amplifier, ça, c'est sûr. Ouais. Mais en L'IA fait, tout peut ce qu'on est en train de l'amplifier. dire, on parle d'influence. Alors là, c'est même plus de la culture, mais l'influence en termes de rapport de force, on n'a pas attendu l'IA pour en faire. Oui. C'est un amplificateur. Et il peut l'amplifier, et même si c'est, t'as raison, déjà le cas très fortement, bah ça peut l'être ultimement en Ouais. fait. C'est ça dont on parle, c'est que Le coup derrière final, il y aura. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur cet enjeu-là, et donc c'est important d'en avoir conscience en tout cas et de sensibiliser les gens par rapport à ça. Ouais. Et c'est pas parce que c'est, tu vois, qu'il y a cet état de fait aujourd'hui que d'ailleurs on doit s'y soumettre. Et la plus grande problématique, c'est qu'il n'existe pas d'alternative. Mm. C'est ça le risque, tu vois. Ouais. Après, les gens fassent des choix. Bah, nous, on est Ok. on propose des Est-ce que tu alternatives. peux revenir en arrière Non, mais en France, on Est-ce a, que tu oui, peux on a revenir, des ouais. alternatives. Mais non, mais qu'à un moment donné, c'est normal qu'il y ait des influences. Et effectivement, il y a eu un soft power américain qui a été très fort. Indéniable. Moi, je pense que d'ailleurs, Trump est en train de tuer d'ailleurs ce soft power Ouais. pour plein de raisons. D'ailleurs, sa grande lubie sur les déficits américains. Et en fait, en réalité, enfin, il a cette obsession-là, sauf que en réalité, ça dit beaucoup de son influence. Ça disait beaucoup de l'influence des Américains à travers le monde. Et donc, c'est le moment de se dire qu'à un moment donné, non, on doit faire vivre effectivement notre culture. Et notre culture, elle n'est pas morte. La langue française, elle n'est pas morte. La littérature française, elle n'est pas morte. Tout ça, ça existe. Donc, il faut. Je trouve qu'on- optimiste, il est de retour. Mais Ah, mais oui, c'est que t'as- ouais, mais allez, c'est du vrai, coup, mais je c'est vais vrai, c'est vrai, redevenir c'est vrai. pessimiste. Non, mais t'as quand même, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, alors, j'ai plus le nombre en tête, mais l'évolution du nombre de mots de vocabulaire maîtrisés dans la langue française. Et je crois qu'on est passé de, j'ai n'importe quoi, mais de 100 à 70 en très peu de temps, enfin assez peu de temps finalement. Donc oui, ça existe toujours, mais il y a quand même des risques à avoir une homogénéisation de la culture, à avoir des pertes de repères historiques, linguistiques, gastronomiques et autres, qui n'est pas neutre. Donc oui, ça existe. Et l'IA pourrait l'amplifier. Ok, messieurs, sur ce dernier point, on va faire un petit jeu pour clôturer ce chapitre. Il se marre, Alexis. Il se marre. On va faire un jeu, c'est l'IA a dit vrai ou faux, mais en version futuriste. C'est-à-dire que J'ai rien compris. chacun d'entre vous, vous allez recevoir une série. Denis Brognard, quoi, le mec, on Ah comprend rien quand il explique le jeu. Vous allez recevoir une série d'affirmations d'une intelligence artificielle qui prédit l'avenir. Et vous devez débattre sur est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Est-ce que c'est probable dans un futur proche? Quelle serait la conséquence si c'était vrai? Donc, j'inviterai aussi chaque spectateur à voter en commentaire pour savoir qui a raison ou a tort. On va commencer par le premier exemple. En 2035, aucun pays européen ne sera capable de développer une IA généraliste sans dépendre des États-Unis ou de la Chine. Bah, c'est pas vrai. Bah non, c'est déjà pas le vrai aujourd'hui. Ouais, c'est déjà pas le cas, donc ça. Y a pas de raison que ça le soit. Toi, Encore. t'as utilisé la version gratuite de ChatGPT. Non, 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 non. Non, ça sera pas le cas. Moi, je suis d'accord. Là, pour le coup, on va être aligné. Ça sera pas le cas parce que. Vous êtes sûr à 100%? Alors, t'es jamais sûr à 100%. En tout cas, mais- non, ça va dépendre de nos choix. Il y a rien, l'avenir, il n'est pas écrit d'avance. C'est à nous c'est par nos choix qu'on agit. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et il y a rien qui, en plus, dans le contexte géopolitique international, ne va pas venir renforcer encore plus cette importance de continuer. Je crois qu'aujourd'hui, partout en France et en Europe, on est aligné en tout cas sur ce sujet, à un moment donné, d'indépendance technologique. Comme on a des fondations aujourd'hui, que tu parles de 2035, je vois pas comment il peut y avoir un retournement sur le sujet, sauf effectivement un effondrement budgétaire et une grande crise économique qui nous ferait complètement dériver. Mais même dans ce cas-là, je crois qu'il y a des sujets qui resteront stratégiques. Guerre Et celui-là, nucléaire, il l'est. éventuellement. Pour Voilà. être très. Je trouve pessimiste. Je trouvais le truc budgétaire, oui, bon, d'accord. Mais... Moi, je ferai plus les émissions avec lui. Après, Ça le déprime, en suivant. Vous éloignez, prochain. Boire une bière, moi. D'ici 10 ans, l'Europe aura plus de lois pour encadrer l'IA qu'elle n'aura de start-up pour la créer. Ah là, il y a un match. Là, il y a une vraie question. Ouais. Là, il y a une vraie question. Il s'est barré, Cyril. Non, Non, mais c'est vrai, l'inflation réglementaire, c'est un sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Et alors, ils essayent de s'y atteler en ce moment, hein, quand même. Ils ont fait une pause, je crois, sur le CSRD. J'en rentrerai pas dans la définition technique de ce que c'est. Ils sont en train de se questionner sur le RGPD. C'est vrai, parce qu'ils se rendent compte que, en réalité, ces réglementations qui sont très bien
en soi et qui partent de bonnes intentions, elles augmentent la durée des cycles de vente. Et qui dit augmentation de durée des cycles de vente dit perte de compétitivité par rapport à d'autres pays où les cycles de vente ils peuvent être plus courts. Et après, les acteurs économiques, naturellement, ils s'orientent sur les pays où les cycles de vente ils sont assez courts. C'est un phénomène complètement naturel. Donc, sur du très court terme, tu ne te rends pas compte tout de suite. Là, maintenant, le RGPD, ça fait plusieurs années que c'est arrivé. On commence vraiment à s'en rendre compte à l'échelle, je pense, européenne, parce qu'à l'échelle d'une décennie, effectivement, quand d'un côté, tu as un cycle de vente qui est d'1 mois et de l'autre, il passe à 12 mois à cause du RGPD, par exemple, quand tu multiplies ça par 10 ans, ça pose certains problèmes et tu vas faire disparaître clairement des industries. Donc, je pense qu'ils sont en train d'en prendre conscience. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise en ce moment qui sont d'ailleurs en train de témoigner sur ces sujets-là. Je pense qu'il faut qu'on garde nos bonnes intentions, les intentions qui sont derrière le RGPD, le CSRD ou d'autres types de réglementations comme l'IA Act ou d'autres. Il faut qu'on les garde, ces intentions, elles sont essentielles. Maintenant, il faut qu'on arrive à les mettre en œuvre de façon plus efficace. Je pense que c'est ça l'un des enjeux qui était, notamment pour le RGPD, quand même la mise en œuvre, elle est laborieuse, elle n'est pas efficace du tout, elle n'est pas fonctionnelle. Ça fait combien de temps que ça existe le RGPD ? Ça fait 10 ans ? Ça fait, peut-être un peu moins de 10 ans. J'ai plus l'année en tête maintenant. Mais... Je croyais 2016. Non je pourrais pas te dire non plus, mais ouais. Dans ces j'ai eaux-là. cette impression, moi, que l'Europe, elle passe son temps à essayer de se dire, mais comment faut faire pour pas qu'il y ait des gens qui fassent des choses mal. Alors t'as plutôt une approche par les risques. Les États-Unis, ils y vont, ils bombardent. Alors je dis pas que c'est bien, non. mais de l'autre côté, ça bombarde, et après ils voient en fait. T'as quand même souvent une approche par les risques. Qui est en gros une approche par les risques, c'est-à-dire que quand il y a une nouveauté, une innovation ou autre, tu vas d'abord analyser les cas dans lesquels ça peut merder. Ouais. Et tu vas chercher à poser un cadre par rapport à ça. Contrairement à une philosophie plus américaine où là tu vas être plutôt dans une démarche de test, d'innovation, d'itération. Et après, tu vas commencer à mettre un peu en cadre en place. C'est deux philosophies. Il faut se rappeler que historiquement, nous, on est les descendants de ceux qui sont restés en Europe. Et eux sont les descendants de ceux qui sont partis de l'autre côté de l'océan. Donc, je pense que ça se retraduit aujourd'hui dans cette différence de mentalité. Ça, il faut le dire ça à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, je sais pas, mais Et tu vois, sur les 10 prochaines années, moi, je pense qu'effectivement, on parlait de la structuration de capacité financière, en tout cas de la France et de l'Europe, pour investir. Donc là, c'est la structure et pas de l'argent public, mais de l'argent effectivement privé. Je pense que l'un des grands enjeux aussi de la décennie à venir, c'est sûr, c'est la réglementation. Et là, il va falloir commencer par la France. Là, tu as dit dans la de la décennie à venir. C'est la réglementation. Enfin, de casser la réglementation. C'est en gros, c'est de venir simplifier. Ah oui, Ouais, d'accord. là- C'est pas de rajouter de la non, réglementation. de la rendre fonctionnelle On et a plus de applicable. 400 000 règles qui régissent nos vies en France. Et nul n'est censé code ignorer la civil, loi. c'est Enfin, bon. non, c'est là-dessus, on a un sujet, Ah oui. mais majeur. Et vraiment, la simplification, mais la vraie, Oui. et la capacité d'investissement, ce sont les deux grands enjeux qu'on aura, en tout cas, sous l'angle, bien sûr, technologique, mais je pense même d'ailleurs, sous l'angle écologique, c'est la même chose. Mais je pense que la France On va en parler, meurt ça de va. ces réglementations. D'ailleurs, on a des réglementations qui sont pas du tout écologiques, au passage. Si on prend l'histoire des cookies, par exemple, ça augmente énormément la consommation qui est faite sur Internet, juste de devoir valider là, cette pop-up à chaque fois, Tout le etc. monde dit oui, en plus. Ça, c'est un Ah bon exemple Non. parmi d'autres. Ah Il y en non, a, il y en a beaucoup d'autres. j'arrive tout. Ouais, la majorité des gens, tu fais oui, Ah oui, ça ah, marche, tu vas accéder à ton information. En fait, tu demandes une information, on te met plein de barrières pour te demander est-ce que tu oui. À la fin, tu perds ton temps, en fait, tu vois. Tu vas pas. Ouais, c'est compliqué en fait de demander aux gens de le pas faire beaucoup. 10 fois par jour. Enfin, Ouais. ça n'a aucun sens. Ouais. Donc c'est cette application d'un point de vue fonctionnel. En fait, l'intention derrière est bonne, mais l'application est mauvaise de la réglementation. Donc il faut retrouver des applications fonctionnelles en fait. Et il y a tout un travail, je pense, à faire. Mais je pense que aussi le débat il est un peu déplacé en Europe, c'est-à-dire qu'on réfléchit à réguler avant d'avoir même un marché qui s'est développé, Exactement. notamment Oui, c'est sur ça, l'intelligence c'est ça. artificielle. C'est énorme. On laisse même pas en fait d'air aux startups sur le sujet ou aux entrepreneurs sur le sujet pour se développer que bim tout de suite on leur a déjà mis des règles. Parce qu'il Mais attendez, il est récent, certes, mais ça fait un moment qu'il est quand même dans les tuyaux. Donc, Ouais. dès qu'on a commencé à parler du sujet, ouais, tout de suite, oula. tout de suite le premier pas bon. sujet en Europe souvent c'est effectivement la réglementation alors qu'en fait on n'a même pas d'écosystème à réguler. Non. Donc à un moment donné il faut se dire très bien on peut faire des tests, des antithèses, des dissertations, tout ce qu'on veut sur la réglementation, mais à un moment donné si on a des réglementations mais qu'on n'a même pas l'écosystème nous-mêmes sur lequel appliquer ces réglementations, en réalité ça n'a aucun sens. Tu vois bien en termes d'image, quoi, quand tu veux créer des projets en Europe en lien avec l'IA. Imaginons que tu es étranger, tu viens de Chine, des États-Unis, tu veux venir en Europe pour une raison X ou Y. T'arrives, tu vois ça. C'est quand même extrêmement, en termes d'image, c'est quand même assez catastrophique. Bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Les États-Unis imposeront bientôt un embargo sur certaines IA comme ils l'ont fait avec les microprocesseurs en Chine. Bah, s'ils sont très cons, oui. Mais non, mais en réalité, c'est possible. Bah oui. En tout cas, on peut tout à fait. Mais tu vois, c'est Mais con, mais tu vois, ils je ont aucun intérêt à le pensais faire. aux données de santé. D'un coup, demain, tu as un modèle d'IA qui est capable effectivement d'améliorer tu vois, drastiquement l'espérance de vie des gens parce qu'on va mieux détecter certaines choses, etc. Ça devient un levier majeur de pression en réalité. Et non seulement, soit tu l'augmentes, ça me fait penser au dernier épisode de Black Mirror, mais il y a cette dimension, soit tu vas pouvoir en augmenter le prix, soit tu vas l'utiliser pour peser. Donc effectivement, des embargos sur la technologie pour venir influencer ou peser, il ne faut pas en tout cas le négliger. Et c'est là qu'à un moment donné, il va falloir que sur les aspects essentiels, parce qu'on partait de la souveraineté technologique, bon, c'est pas grave sur les choses futiles. Si à un moment donné, tu as des trucs qui sont coupés, bon, c'est coupé, tu vois. Si on nous coupe Netflix, bon, bah voilà, écoute, on regardera pas nos épisodes, on regardera pas nos films, Amazon tu vois. Prime. Oui, tu restes sur notre... Pour un c'est ça. VPN. Voilà. Non, mais par contre, il y a des aspects essentiels, des chaînes fondamentales qu'il faut pas qu'on perde. Et c'est ça, là, la Moi, souveraineté j'y technologique. crois pas. J'y Non, crois pas. j'ai pas dit que j'y croyais Ça non serait plus. très bête parce que même imaginons, bon, demain tu dis je vais mettre de la pression. Ne néglige pas la bêtise américaine. C'est pour ça que j'ai dit si c'était très bête, oui. Mais en fait, pourquoi est-ce que ça serait complètement débile? C'est que le fait de dire, ok, bon, vous êtes abonné payant, vous avez droit à un certain nombre de services, on décide d'augmenter les prix. Ça, c'est une possibilité, pourquoi pas. Par contre, le fait de couper les accès, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'as plus de données qui viennent d'Europe ou d'ailleurs. Parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand tu utilises ChatGPT aujourd'hui, tes données partent aux États-Unis. Donc c'est un moyen de drainer de la donnée chez eux. Donc c'est à leur avantage. Donc demain de dire plus le droit d'utiliser des outils hors des États-Unis. Non mais là tu parles, parce que là tu parles de modèles par exemple d'IA générative, mais moi je prends là on sait que les prochains modèles vont être très bons sur les aspects industriels, d'innovation, de recherche. À un moment donné, s'ils disent ah bah je veux pas que les Chinois utilisent plus utiliser nos modèles, bah ça sur des modèles spécialisés peut-être, ah bah oui. sur des modèles généraux. Après ça dépend de quel modèle tu parles, t'as raison, mais sur des modèles généraux, on va dire, là ils ont aucun parce que intérêt. là c'est le momentum de ce qu'on discute Mais aujourd'hui. sur l'IA en général, sur des outils très spécialisés, des outils plutôt, enfin des technologies plutôt militaires ou autres, pourquoi pas? Mais ce sera vraiment très ciblé. ciblé. À mon avis, c'est déjà le cas. Tu vas pas vendre. En 2040, tous les téléphones vendus en Europe intégreront par défaut une IA sous contrôle chinois ou américain. Et pourquoi tu dis 2040? Moi, je pense l'année prochaine. C'est déjà cette année, non? Ouais. Avec. Vous êtes tous pessimistes là? Non, mais c'est pas pessimiste, c'est Apple Intelligence et ChatGPT sur les iPhones. Voilà. Et sur les Samsung, il doit y avoir. Ouais, t'as Samsung. Malheureusement, sur la quoi sur fabrication Samsung des téléphones, on a perdu notre y a souveraineté. On n'a plus d'acteurs souverains qui fabriquent des Est-ce que ça téléphones. va pas aider aussi dans le développement des intelligences artificielles, puisque les gens, à majorité maintenant, ils sont sur leur smartphone. Ah, mais bien sûr. Donc, la donnée. C'est vrai, la donnée. Celui qui a la donnée, il accélère. Et donc là, effectivement, et là, on se découvre qu'on maîtrise plus du tout la chaîne, quoi. Et du coup, à force au fur et à mesure de notre conversation, je deviens de plus en plus pessimiste. C'est mon influence. L'UE financera un jour une armée d'IA européenne pour se défendre contre les IA étrangères. C'est quoi une armée d'IA? Je sais pas, je vais demander à ChatGPT. Des agents Des agents IA. autonomes, ouais. Moi, je pense que c'est pas c'est déjà impossible le ça. cas. Oui. C'est loin d'être impossible. C'est déjà le cas. Très bien. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous laisse conclure juste sur cette histoire de souveraineté technologique chacun. Si vous pouviez me faire une petite phrase qui résume votre avis sur la question. En 2 mots. Ouais. Non, mais je pense qu'on est vraiment à un moment charnière, que c'est un moment qui est compliqué pour l'Europe, mais qui paradoxalement, du coup, est une opportunité à saisir pour redévelopper une forme de souveraineté. Alors, pas que numérique d'ailleurs, plus général que ça, mais c'est un moment qui, par contre, à mon avis, il faut pas le rater. Moi, je pense que, en tout cas, l'avenir n'est pas écrit d'avance et que la souveraineté technologique est indispensable, en tout cas, à un avenir prospère pour la France et l'Europe. Et c'est les choix technologiques qu'on fait aujourd'hui qui vont permettre de décider ça demain. Donc, c'est à nous de jouer. Ouais, en 2 mots, acheter local. Les tomates du marché. Les tomates du marché. Bah, très bien, juste pour conclure, n'oubliez pas qu'il y a un guide à télécharger en description de ce podcast, donc qui vous aidera justement à utiliser l'intelligence artificielle. Il y a eu des bons retours sur le guide, donc vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description et on se donne rendez-vous pour un prochain podcast. Merci messieurs. Merci. Merci à toi, Franck.